Caleb Rourke a enfoncé le médaillon de sa défunte femme dans la terre près de sa tombe et a fait une promesse qu'il ne savait pas comment tenir. 5 enfants, pas de récolte, un été qui brûlait tout sur son passage. Puis elle laisse passer devant sa clôture Eleanor Voss, la veuve qui avait juré d'en finir avec les hommes, avec l'espoir, avec les secondes chances. Il ne lui a pas demandé gentiment. Il lui a demandé de la seule façon qu'un homme désespéré connaisse, avec tout son cœur brisé à nu. Et ce qu'elle a dit ensuite a changé le cours de leurs 2 vies. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à notre chaîne et suivez-la jusqu'au tout dernier mot. Indiquez votre ville dans les commentaires. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Le matin où Caleb Rourke a enterré sa femme, le soleil s'est levé quand même. C'est ce qui l'a marqué, à quel point le ciel était indifférent à toute cette affaire. Rose et or, brillant au-dessus de la crête, se déversant sur l'herbe sèche de l'été. Comme s'il ne savait pas que Margaret était partie. Comme s'il ne savait pas que 5 enfants s'étaient endormis avec leur mère et s'étaient réveillés sans elle. Il est resté près de la tombe bien après que le pasteur Hewitt ait prononcé ces mots, refermé sa Bible et soit reparti lentement vers la ville. Bien après que son voisin, le vieux Jim Pratt, lui ait posé une main sur l'épaule et l'ait serré fermement, sans un mot. Bien après que tout le monde soit parti. Juste Caleb et 5 petites silhouettes debout derrière lui dans la chaleur. Il a d'abord entendu la plus jeune, Clara, à peine 3 ans. Elle ne comprenait pas tout à fait ce que signifiait la croix en bois, mais elle comprenait que le dos de son père tremblait. « Papa, dit-elle, papa, tes épaules font le truc bizarre. » Il s'est retourné. Clara avait les poings serrés contre sa bouche, le regardant avec de grands yeux bruns qui ressemblaient tellement à ceux de Margaret qu'il a dû détourner le regard. « Tout va bien, ma puce, dit-il. » Les mots sont sortis calmement. Il ne savait pas comment. Son aîné, Thomas, avait 14 ans. Il essayait déjà de se comporter en homme, la mâchoire serrée, les mains enfoncées dans les poches de son pantalon du dimanche. À côté de lui se tenait Ruth, 11 ans, qui s'était donné pour mission de tenir la main de tous ses jeunes frères et sœurs en même temps. C'était physiquement impossible, mais elle essayait quand même. Puis George, 7 ans, qui avait tant pleuré pendant la cérémonie qu'il avait attrapé un hoquet qui ne s'était pas encore arrêté. Et Abigail, 5 ans, qui n'arrêtait pas de demander si maman avait froid là-dessous. « Elle n'a pas froid », n'arrêtait pas de lui dire Ruth. « Elle est avec les anges n'ont pas froid. »« Comment tu le sais? »« Parce que je le sais. »« Mais comment? »« Abigail, je le sais. » Caleb les a rassemblés de la seule façon qu'il connaissait, les bras grands ouverts, les serrant tous les 5 contre sa poitrine à la fois, d'une manière maladroite, désespérée et totalement inadéquate. Clara a agrippé une poignée de son col. Le hoquet de George était étouffé contre ses côtes. Il a posé son menton sur le sommet de la tête de Thomas et a senti le garçon se raidir, essayant toujours de ne pas pleurer, se retenant par un sens mal avisé du devoir, pensant que quelqu'un devait le faire. « Thomas, dit Caleb doucement, tu peux te laisser aller, mon fils. Je vais bien, monsieur. Je le sais, mais tu n'as pas à l'être, pas maintenant. » Une longue pause. Puis les épaules de Thomas ont cédé et le garçon a pleuré comme l'enfant qu'il était encore. Et Caleb l'a serré aussi fort qu'il serrait les autres, debout dans la chaleur de l'été, près d'une tombe fraîche dans la terre sèche du Nevada, pensant qu'il n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. Ce qui a suivi, il s'est avéré, était le chaos. Le genre de chaos auquel un homme ne pouvait pas se préparer, peu importe combien de nuits blanches il avait passées à le redouter. Margaret avait été tout ce qui faisait tourner la maison. Les repas, les raccommodages, l'organisation des bains et des leçons, et la délicate négociation de qui avait fait du tort à qui et quelle était la conséquence appropriée. Elle avait géré 5 enfants comme une rivière gère l'eau, constamment en mouvement, connaissant chaque méandre, anticipant chaque crue. Caleb avait fourni la terre, le bétail, le travail. Ensemble, ils avaient été une machine bien huilée. Sans elle, la machine s'est effondrée en quelques jours. À la fin de la première semaine, George avait cassé 2 fenêtres. Abigail s'était coupé les cheveux avec des ciseaux de cuisine. Clara avait cessé de faire ses nuits. Thomas avait disparu pendant tout un après-midi et était revenu en sentant la rivière, sans rien dire. Et Ruth avait essayé de préparer le souper et avait mis le feu à un torchon. Les haricots étaient soit brûlés, soit crus.
Le linge s'entassait dans la buanderie comme un témoignage de tout ce que Caleb ne savait pas faire. Il se couchait chaque nuit si fatigué que ses os lui faisaient mal et se réveillait avant l'aube, le cœur battant, se souvenant de tout, encore et encore. La terre elle-même n'aidait pas. L'été dans le territoire du Nevada n'était pas une chose douce. Le ruisseau était à sec. Le pâturage de l'Est avait besoin d'une clôture avant que le bétail ne s'éloigne. Il avait du foin à couper, une section de toit qui s'était desserrée avec le vent du printemps, 2 chevaux qui avaient besoin d'être ferrés. Ses mains étaient les seules qu'il avait et il n'y avait pas assez d'heures dans la journée. Un matin, la 2e semaine de juillet, il se tenait près de la clôture, essayant de se souvenir s'il avait mangé quelque chose depuis midi la veille, quand il a entendu le chariot arriver sur la route. Il a reconnu la jument grise d'Eleanor Voss avant de reconnaître Eleanor elle-même. La veuve qui vivait sur l'ancienne propriété des Voss, à 3 miles à l'est. L'endroit dont elle avait hérité lorsque son mari Douglas était mort de la fièvre 4 hivers plus tôt. Elle restait dans son coin, faisait ses courses au magasin de Murdoch le samedi, parlait quand on lui parlait, et pas beaucoup plus. Elle avait la fin de la trentaine, plus jeune que ce que Caleb avait imaginé quand il avait appris qu'elle était veuve. Réservée, disaient les gens, discrète. Plus d'un homme en ville lui avait rendu visite dans les années qui ont suivi la mort de Douglas, et aucun d'eux n'avait dépassé le poche. Elle a arrêté son chariot à sa barrière sans y être invitée, ce qui fut la première surprise. La deuxième surprise fut le panier sur le siège à côté d'elle. « Monsieur Roark », dit-elle. Sa voix était égale, sans chaleur particulière, ni froideur particulière non plus. Le mot juste était factuel. « J'ai apporté un souper. J'ai pensé que vous aviez probablement des difficultés. » Caleb regarda le panier. Il la regarda. Il avait une semaine de fierté, de deuil et d'épuisement accumulés derrière son sternum, et il était à un instant de pure bonté humaine de se ridiculiser. « C'est très aimable à vous, Madame Voss, » réussit-il à dire. « C'est un rôti de bœuf et des biscuits, et il y a un pot de confiture pour les enfants. » Elle posa le panier sur le poteau de la barrière sans descendre du chariot, comme si elle avait pris la décision d'aider et une décision distincte de ne pas s'impliquer, et qu'elle honorait les deux simultanément. « J'ai entendu dire que la petite s'est coupé les cheveux. Les nouvelles vont vite. C'est Harlan Creek, Monsieur Roark. Les nouvelles ne voyagent pas, elles se téléportent. » Elle reprit les rênes. « Je suis désolé pour votre perte. Margaret était une femme bien. » « C'était la meilleure femme que j'ai jamais connue, dit-il, et cela sortit plus brutalement qu'il ne l'avait prévu. Eleanor Voss marqua une pause. Quelque chose traversa son visage qui n'était pas de la pitié. Il en était reconnaissant. Il avait eu assez de pitié pour s'y noyer. Mais c'était quelque chose de plus prudent, de plus averti. « Oui, dit-elle doucement, je sais ce que c'est. » Elle fit claquer sa langue à la jument et continua sa route. Il se dit qu'il n'y penserait pas. Il avait assez de choses auxquelles penser. Il y pensa quand même. Pas de manière romantique, il n'en était pas du tout là. Il cherchait encore Margaret dans la nuit, se tournait encore pour lui dire quelque chose. Il n'était pas du tout prêt à penser à une femme de quelque manière que ce soit. Mais il pensait à Eleanor Voss comme un homme qui se noie pense à un morceau de bois flotté, non pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il était là et qu'il était en train de couler. Elle revint le vendredi à la même heure, de la même manière factuelle, un plat couvert de poulet et de boulettes cette fois, et un deuxième pot de confiture parce qu'elle avait remarqué que le premier avait disparu en 2 jours à peine. « Vous n'êtes pas obligé de continuer à faire ça, » dit Caleb. « J'en suis consciente. »« Alors pourquoi? »« Parce que vos enfants ont faim et que vous vous épuisez à la tâche. » Elle le dit sans jugement, comme on énonce une condition météorologique. « Je ne manque pas de nourriture. Mon jardin produit plus que ce que je peux manger. Ça ne me coûte rien, Monsieur Roark. » Il voulait argumenter. Il était le genre d'homme qui avait été élevé pour se débrouiller seul, qui n'avait jamais accepté la charité de sa vie, qui sentait le poids de recevoir de l'aide comme une pierre entre ses omoplates. Mais Clara se tenait derrière lui tenant la main et regardant Eleanor Voss avec ses énormes yeux bruns. Et avant que Caleb ne puisse dire un mot de plus, Clara dit « Vous sentez les fleurs. » Eleanor cligna des yeux. C'était la première fois que Caleb voyait son calme légèrement vaciller. « La lavande, » dit Eleanor après un moment. « C'est le savon. » « Maman utilisait du savon à la lavande, » dit Clara.
Le silence qui suivit fut les 3 plus longues secondes de la vie de Caleb. Vraiment, dit doucement Eleanor. Pas une question, juste une reconnaissance prudente et silencieuse. Est-ce que vous allez être notre nouvelle maman? Demanda Clara. Clara, commença Caleb. Ce n'est rien, dit Eleanor, bien que quelque chose se soit crispé dans son expression. Elle s'accroupit légèrement, se mettant au niveau de Clara. Non, ma chérie, je suis juste votre voisine. Oh, dit Clara, c'est bien aussi. Eleanor Voss se releva, tendit le plat à Caleb sans vraiment croiser son regard, et partit plus vite que d'habitude. Il ne dormit pas cette nuit-là. Il resta dans le noir et écouta Clara s'agiter dans la pièce voisine jusqu'à ce que Ruth entre et la calme. Ce qu'elle fit avec une patience et une compétence qui lui brisèrent le cœur, car elle avait 11 ans et elle ne devrait pas avoir à s'occuper de sa petite sœur à 2 heures du matin. Elle devrait dormir. Il resta là, fixant le plafond, et pensa à Margaret, au pâturage de l'Est, au ruisseau bas, et à la façon dont Eleanor Voss s'était figée quand Clara avait mentionné le savon à la lavande. Il pensa à ce que cela signifiait vraiment, l'arithmétique de sa vie en ce moment. 5 enfants, un homme, un été qui ne faisait que devenir plus difficile. Thomas frappa à sa porte juste avant l'aube. « Papa » dit le garçon, debout dans l'embrasure de la porte. Ce n'était plus une voix d'enfant, où il essayait que ce ne le soit plus. J'ai réfléchi. À quoi? À toi. Thomas s'appuya contre le cadre de la porte, les bras croisés. La posture de son père, disaient toujours les gens. Les yeux de sa mère. Tu ne peux pas continuer comme ça. Je me débrouille. Tu as brûlé le souper 2 fois cette semaine. La 3e fois, c'était bon. La 3e fois, c'était des biscuits de mer et des haricots en conserve. Caleb s'assit. Dans la pénombre avant l'aube, il regarda son fils aîné et ressentit le chagrin spécifique de voir un enfant grandir plus vite qu'il ne le devrait. « Thomas, ce n'est pas ton fardeau à porter. »« Tu es mon père, » dit simplement Thomas, comme si cela réglait la question. « Je suppose que si. » Caleb se frotta le visage avec ses 2 mains. « Qu'est-ce que tu suggères, exactement? » Thomas resta silencieux un moment. « Eh bien, les gens en ville disent que tu devrais engager quelqu'un. Une femme pour aider avec la maison et les petits. Une gouvernante. »« Nous n'avons pas d'argent pour une gouvernante. »« Je sais. » Thomas fit une pause. Je pensais à Madame Voss. « Thomas. Elle est seule là-bas et on sait qu'elle est une bonne cuisinière. »« Thomas, ça suffit. »« Papa. » Le garçon fit un pas dans la pièce. Sa voix était basse et directe et bien plus vieille que ses 14 ans. « Je ne te demande pas de l'épouser. Je ne te demande rien du tout. Je pense juste... » Il s'arrêta, essaya de nouveau. « Les petits ont besoin de quelqu'un, papa. » Ruth s'épuise. Abigail a pleuré pour maman 3 fois hier et je ne savais pas quoi lui dire. Clara ne dort toujours pas. Et toi? Sa mâchoire se contracta. Tu as l'air d'un homme qui fonce dans un mur chaque jour. Caleb ne répondit pas. Je pense juste qu'on a besoin d'aide, dit Thomas. C'est tout ce que je dis. Il partit avant que son père ne puisse répondre, ce qui était intelligent car Caleb n'avait rien à dire. Il y pensa pendant 3 jours. Il se disputa avec lui-même en tournant en rond. Elle avait déjà clairement fait savoir qu'elle n'était intéressée par rien de plus qu'une charité de voisinage. Elle avait sa propre terre, sa propre vie, sa propre distance soigneusement entretenue avec tout le monde à Harlan Creek. Ce n'était pas une femme qui voulait être entraînée dans le désordre de quelqu'un d'autre. C'était évident. Et son désordre était considérable. Mais le 4e jour, George tomba de la clôture sur laquelle on lui avait dit 17 fois de ne pas grimper et s'ouvrit le menton. Caleb arrêta le saignement avec un torchon pendant qu'Abigail hurlait dans un coin et que Clara essayait d'aider en versant de l'eau sur tout et que Ruth se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant son père avec une expression d'impuissance pure et épuisée qu'il reconnaissait parce qu'il la voyait dans le miroir chaque matin. Il pensa à George, calma Abigail, sécha Clara, fit asseoir Ruth et lui fit manger quelque chose. Puis il se tint au milieu de sa propre cuisine, dans la chaleur de juillet, et prit une décision. Eleanor Voss était sur son porche quand il arriva à cheval, en train d'écosser des pois à ce qu'il semblait, un bol sur ses genoux, le travail d'une personne qui remplissait son temps délibérément. Elle le regarda descendre son allée avec une expression qu'il ne pouvait pas tout à fait lire. Il descendit de cheval, enleva son chapeau
Il prit soudain conscience de son apparence négligée, mal rasée, le visage brûlé par le soleil, l'air usé d'un homme qui n'avait pas eu une nuit de sommeil complète depuis 3 semaines. « Monsieur Roark, dit-elle prudente, Madame Voss. » Il tenait son chapeau dans ses 2 mains. Il avait répété ce qu'il allait dire pendant le trajet. Aucun des mots répétés n'était maintenant dans sa tête. « Je dois vous demander quelque chose et j'ai besoin que vous m'écoutiez jusqu'au bout avant de répondre. » Ses mains s'immobilisèrent dans le bol de poids. D'accord. Il prit une profonde inspiration. Je ne peux pas faire ça seul. Je le sais maintenant. J'ai 5 enfants qui ont besoin de plus que ce que je suis capable de leur donner seul. Et j'ai une ferme qui va s'effondrer si je ne m'y consacre pas entièrement. Et je ne peux pas faire les 2 choses à la fois et bien les faire. Il la regarda. Je ne vous demande rien qui n'ait pas de sens pratique. Vous avez trop de terre pour une seule personne et pas assez de raisons de rester ici à la travailler seule. J'ai plus de raisons que je ne peux en compter et pas assez de mains. Eleanor ne dit rien. Son visage ne lui donnait aucun indice. Il continua. Je vous demande si vous envisageriez de venir comme faisant partie de la maisonnée pour aider avec les enfants, pour gérer la maison. Je peux vous payer quelque chose, pas beaucoup maintenant, mais... Vous me demandez d'être une gouvernante, dit-elle d'un ton plat. Quelque chose dans la platitude de sa voix l'arrêta. Il la regarda longuement. Il était un homme honnête, et il avait toujours été un homme honnête. Et quelque chose dans la précision prudente de ce qu'elle avait dit lui fit comprendre soudainement que nommer une chose alors que c'en était peut-être une autre n'était une gentillesse pour aucun d'eux. Il dit très doucement, « Non, madame, je crois que je demande plus que ça. » Les poids restèrent intacts. Eleanor Voss le regarda avec ses yeux calmes et calculateurs. « Mes enfants ont besoin d'une mère, dit Caleb. Les mots sortirent plus bruts qu'il ne l'avait prévu. Et je n'ai rien à vous offrir, sauf une maison pleine de besoins et un homme qui est encore à moitié brisé par la perte de sa femme. » Il s'arrêta, recommença. « Vous avez déjà une maison, je le sais. Je ne suis pas idiot. Mais j'aimerais que vous réfléchissiez à savoir si ce que vous avez ici seul est vraiment ce que vous vouliez, ou juste ce dont vous vous êtes contenté. » Il pressa son chapeau contre sa poitrine. « Parce que je pense que vous méritez mieux que de vous contenter. Et mes enfants méritent une chance de s'en sortir. Et peut-être, juste peut-être, que ces 2 choses ne sont pas aussi éloignées qu'elles le paraissent. » Eleanor Voss le fixa pendant un long moment indéchiffrable. Puis elle dit, « Descendez de mon porche, Monsieur Roark. » Son cœur tomba au fond de ses chaussettes. « Revenez demain, dit-elle. J'ai besoin de réfléchir. » Il remit son chapeau. Il hocha la tête une fois. Il retourna à son cheval avec la dignité prudente qu'un homme maintient quand il n'est pas tout à fait sûr de la façon dont le verdict va tomber. À mi-chemin de l'allée, il l'entendit l'appeler. « Monsieur Roark. » Il se retourna. Eleanor Voss se tenait au bord de son porche, le bol de poids toujours à la main, la lumière de l'été tombant durement sur la ligne de ses épaules. « Votre plus jeune, dit-elle. »« Clara. »« Oui, madame. » Dites-lui que le savon à la lavande venait d'une boutique à Sacramento, au cas où elle demanderait. Une pause. « Je vous en enverrai avec moi quand je viendrai. » Il la regarda. La lumière était brutale et honnête, et elle révélait tout. « Quand vous viendrez, dit-il. »« Je n'ai pas dit oui, lui dit Eleanor Voss, mais je n'ai pas dit non non plus. Et d'après mon expérience, Monsieur Roark, ces 2 choses ne sont pas pareilles. » Elle rentra à l'intérieur. Caleb Roark rentra chez lui avec 5 enfants qui l'attendaient et un été qui brûlait tout autour de lui. Et quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 3 semaines montait, prudent et fragile dans sa poitrine. Pas de l'espoir, exactement, pas encore, mais le début de sa forme. Eleanor Voss arriva le lendemain matin avant le petit déjeuner. Sans prévenir, sans chariot. Elle vint à cheval avec une seule sacoche sur le flanc de la jument et une expression sur son visage qui défiait quiconque d'y trouver à redire. Caleb entendit les battements de sabots depuis l'intérieur de la maison et sortit sur le porche avec Clara sur sa hanche et une poêle d'œuf à moitié cuit dont il ne savait pas encore quoi faire. Et il s'arrêta quand il la vit. « Vous avez dit demain, » réussit-il à dire. « Nous sommes demain, » dit Eleanor en descendant de selle. « Vouliez-vous que je parte et que je revienne dans 3 heures pour que ce soit plus officiel? »« Non, madame. »« Bien. » Elle attacha la jument au poteau, monta les marches du porche et regarda Clara. Clara la regarda en retour avec l'intensité solennelle
que seuls les enfants de 3 ans peuvent maintenir. Puis Clara tendit la main et tapota la joue d'Eleanor d'une petite main, comme elle le faisait avec les animaux qu'elle avait décidé de faire confiance. Eleanor devint très immobile. Elle fait ça, dit Caleb. Je vois ça. La voix d'Eleanor était prudente, mais quelque chose derrière ses yeux avait légèrement changé, comme une porte qui s'entr'ouvre. Elle prit la poêle des mains de Caleb sans demander. Allez nourrir vos chevaux, je finirai le petit déjeuner. Madame Voss, je n'ai encore accepté aucune condition. Des conditions, répéta-t-elle avec un regard qui suggérait qu'elle trouvait le mot légèrement absurde. Vous avez demandé de l'aide. Je suis là. Les œufs brûlent. Allez nourrir vos chevaux, Monsieur Roark. Il alla nourrir ses chevaux. Quand il revint, la table était mise. Les œufs étaient cuits correctement. Il y avait de la pâte à biscuits fraîche dans le moule. Elle avait trouvé la farine toute seule, trouvé le saindoux, trouvé le sel, et les 5 enfants s'étaient assis et mangeaient avec un calme concentré que Caleb n'avait pas réussi à obtenir une seule fois en 3 semaines. Ruth observait Eleanor avec une expression qu'il reconnut comme prudente, le regard particulier d'un enfant qui désire ardemment quelque chose, mais qui a appris à ne pas le vouloir trop fort. Thomas était assis au bout de la table, les bras croisés, observant Eleanor comme un homme observe un joueur de cartes dont il n'a pas encore vu le jeu. Caleb s'assit. Personne ne parla un instant. Puis George dit, la bouche pleine, ces biscuits sont meilleurs que ceux de papa. George, dit vivement Ruth, c'est la vérité. Tout est meilleur que mes biscuits, dit Caleb. Ce n'est pas difficile de faire mieux, George. Eleanor, debout près du poêle, fit un bruit qui aurait pu être le début d'un rire. Elle le coupa avant qu'il n'arrive, mais il avait presque été là, et Caleb le remarqua et le garda en mémoire. Thomas attendit qu'Eleanor soit sortie pour vérifier la jument avant de se tourner vers son père avec la franchise qui avait toujours été à la fois sa meilleure qualité et la plus épuisante. « Qu'est-ce que tu lui as dit exactement? » « J'ai demandé de l'aide. »« Quel genre d'aide? » Caleb croisa le regard de son fils. « Le genre dont nous avons besoin. » Thomas resta silencieux un moment. « Et qu'est-ce qu'elle y gagne, Thomas? »« Je ne suis pas irrespectueux, papa. Je veux comprendre. » La voix du garçon était stable. Une femme comme ça ne fait pas quelque chose comme ça pour rien. Elle a sa propre maison, sa propre façon de vivre. Elle est venue ici avant le lever du soleil. Ça veut dire qu'elle n'a pas beaucoup dormi la nuit dernière, ce qui veut dire qu'elle y a beaucoup réfléchi. Il fit une pause. Qu'est-ce que tu as dit qui l'a fait réfléchir si fort? Caleb regarda son fils aîné et pensa que 14 ans était un âge compliqué, assez vieux pour poser les bonnes questions, assez jeune pour que les réponses puissent encore vous blesser. Je lui ai dit la vérité, dit Caleb. C'est tout. Thomas réfléchit à cela, puis il décroisa les bras, prit son biscuit et ne dit plus rien. Ce qui, pour Thomas, était la chose la plus proche de l'approbation qu'il offrait. Les conditions, quand ils les établirent, furent celles d'Eleanor. Cela devint vite clair. Elle y avait réfléchi méthodiquement, pratiquement, avec la précision d'une femme qui avait passé 4 ans à gérer seule ses propres affaires et qui avait appris exactement ce qu'elle valait. Elle viendrait chaque matin, partirait chaque soir. Elle gérerait la maison, les repas, l'éducation des enfants. Elle avait été institutrice avant Douglas Voss. Elle s'occuperait aussi du raccommodage, de la lessive et des 10 000 autres tâches qui tuaient silencieusement la capacité de Caleb à fonctionner. En retour, il enverrait Thomas 2 fois par semaine pour l'aider avec les gros travaux que sa terre exigeait. Et elle prendrait 2 jours par mois, sans poser de questions, pour elle-même. Ces 2 jours ne sont pas négociables, dit-elle. Compris. Et je ne serai pas le sujet de conversation en ville, ajouta-t-elle en le regardant directement. Je sais de quoi ça a l'air, je sais ce que les gens diront. Mais je n'aurai pas mon nom utilisé à la légère. Si quelqu'un demande, nous avons un arrangement pratique entre voisins. C'est tout ce que c'est. C'est tout ce que c'est, acquiesça Caleb. Quelque chose dans l'expression d'Eleanor suggérait qu'elle n'était pas entièrement sûre qu'il le croyait. Quelque chose dans la poitrine de Caleb suggérait qu'elle avait peut-être raison d'être incertaine. Mais il le dit franchement, et il le pensait aussi franchement qu'il le pouvait, et elle l'accepta. Et ils se serrèrent la main sur le porche dans la chaleur du matin, comme 2 personnes faisant une affaire sérieuse, ce qu'ils étaient. Ce que personne n'avait prévu, c'était les enfants. Les enfants,
Caleb l'avait appris depuis longtemps, ne se soucie pas des termes et des accords. Il se soucie de quiconque est chaleureux, présent et disposé à écouter. Et Eleanor Voss, malgré son calme soigneusement entretenu, était les trois à la fois. Une fois qu'elle cessa d'être une étrangère et devint la femme qui tressait les cheveux d'Abigail, lisait à Clara après le souper et trouvait la botte manquante de George sous le porche sans en faire toute une histoire. Ce fut Clara qui brisa la glace la première. Clara brisait toujours la glace la première. Elle était constitutionnellement incapable de retenir son affection. À la fin de la première semaine, elle avait pris l'habitude de suivre Eleanor de pièce en pièce, avec la dévotion concentrée d'un canton qui a décidé unilatéralement de sa mère. Eleanor supportait cela avec l'expression particulière de quelqu'un à qui on tend quelque chose dont il ne sait que faire, mais qu'il ne peut se résoudre à poser. Abigail fut la suivante. Abigail, qui posait trop de questions, avait un avis sur tout et avait été l'enfant la plus épuisante et la plus aimée de sa mère. Abigail s'attacha à Eleanor lors d'une conversation sur les fleurs sauvages. Eleanor était dehors en train d'étendre le linge quand Abigail sortit avec une poignée de ce qu'elle avait cueilli au bord de la cour. Et au lieu de les accepter poliment et de rentrer, Eleanor s'était assise dans l'herbe et avait demandé le nom de chacune d'elles. « Je ne connais pas tous leurs noms, admit Abigail. Alors nous les trouverons ensemble. » C'était tout. Abigail fut dévouée à partir de ce moment, de la manière dévorante et légèrement écrasante dont les enfants de 5 ans sont dévoués aux personnes qui les prennent au sérieux. George respectait quiconque pouvait le battre à quelque chose, et Eleanor le battit 2 fois de suite aux dames sans avoir l'air d'essayer, ce qui lui inspira une admiration profonde et compétitive. Ruth fut plus lente. Ruth avait tenu cette maison à bout de bras par la seule volonté pendant 3 semaines, et elle n'était pas prête à abandonner cette responsabilité à n'importe qui, pas facilement. Car l'abandonner signifiait admettre qu'elle avait eu besoin d'aide et admettre qu'elle avait eu peur. Mais Eleanor n'essaya pas de prendre quoi que ce soit à Ruth. Elle travaillait à ses côtés. Elle lui demandait de son avis. Elle la traitait comme la fille capable et sérieuse qu'elle était. Et Ruth, qui avait été traitée comme une adulte miniature pendant des semaines et qui voulait désespérément que quelqu'un d'autre prenne les choses en main, expira enfin. Thomas tint le plus longtemps. Il était poli, il était coopératif. Il faisait tout ce qu'on lui demandait et rien de plus, et il observait Eleanor Voss avec ses yeux mesurés et prudents, et il attendait. Caleb n'était pas sûr de ce que Thomas attendait. Eleanor, soupçonnait-il, savait exactement ce que Thomas attendait. Elle ne le pressa pas. Elle ne chercha pas son approbation. Elle se contentait de se présenter chaque matin, de faire le travail et de le laisser tirer ses propres conclusions à son propre rythme. Et en cela, elle fit preuve d'une patience que Caleb trouva tranquillement étonnante. Le matin où Thomas vint la voir avec un harnais cassé qu'il essayait de réparer en vain depuis 2 jours, fut le matin où tout changea entre eux. Il entra dans la cuisine où elle aidait Abigail avec ses lettres et posa le harnais sur la table sans préambule. « Je n'arrive pas à faire la couture correctement, dit-il, d'un ton plat, sans sentiment particulier. Eleanor regarda le harnais. « Ta mère t'a appris à coudre? »« Un peu. Tiens-le comme ça. » Elle lui montra. L'angle compte plus que la pression. La plupart des gens appuient trop fort et fendent le cuir. Elle le lui rendit. « Essaye. » Il essaya. C'était mieux. « Encore, dit-elle. Il le refit. Encore mieux. Il ne dit pas merci, exactement. Mais quand il partit, il prit le harnais, et il y avait quelque chose dans la posture de ses épaules qui était différent de la manière rigide et vigilante dont il s'était tenu. Et ce soir-là, au souper, il répondit à la question d'Eleanor sur la clôture sud avec 3 phrases complètes au lieu d'une. Et c'était la version de Thomas d'une porte ouverte. 3 semaines plus tard, Harlan Creek commença à parler. Caleb savait que cela arriverait. Eleanor savait que cela arriverait. Le savoir ne rendait pas plus facile de se tenir dans le magasin de Murdoch un samedi matin et de sentir le silence particulier qui tombe quand les gens ont parlé et s'arrête au moment où vous entrez. Vera Hutchins était la pire d'entre eux, avait toujours été la pire. Le genre de femme qui enrobait la cruauté dans le langage de l'inquiétude. Elle attrapa Eleanor au magasin un mardi, ce qui signifiait qu'elle avait calculé son coût, qu'elle connaissait l'emploi du temps d'Eleanor. « Je suis sûr que vous voulez bien faire, dit Vera assez fort pour que la moitié du magasin puisse entendre.
Mais les gens commencent à se demander, Eleanor, ce que vous pensez faire là-bas, ce qu'il vous a promis. Parce qu'une femme de votre âge, seule, allant chez un veuf tous les jours, elle marqua une pause pour les faits. Eh bien, ça ne fait pas bonne impression, et je détesterais que votre réputation en souffre. Eleanor se retourna lentement. Caleb était là. Il était entré derrière elle, avait entendu chaque mot. Et il regarda Eleanor Voss se redresser de toute sa hauteur et regarder Vera Hutchins avec une expression de calme si complet et dévastateur que deux personnes au fond du magasin firent un petit pas en arrière. Vera, dit Eleanor, j'apprécie votre inquiétude pour ma réputation. Je m'en soucierai juste après m'être assuré que 5 enfants ont mangé. Elle se retourna vers le comptoir. La farine, s'il vous plaît, Monsieur Murdoch. Murdoch alla chercher la farine. Vera Hutchins ne dit plus rien. Mais quand Caleb raccompagna Eleanor à son chariot, il pouvait voir la légère tension dans sa mâchoire qui lui disait que cela lui avait coûté plus qu'elle ne l'avait montré. Vous n'étiez pas obligé de gérer ça comme ça, dit-il. Si, dit-elle, j'étais obligé. Elle mit la farine dans le chariot. Les femmes comme Vera Hutchins ne s'arrêtent que lorsqu'elles se heurtent à quelque chose d'inébranlable. On apprend ça tôt ou on l'apprend durement. Elle monta sur le siège. Je l'ai appris durement. Il la regarda. Je suis désolé. Pourquoi? Pour vous avoir mise dans cette position. Eleanor le regarda un moment avec quelque chose de compliqué qui bougeait derrière ses yeux. Vous ne m'avez mise nulle part où je n'ai pas choisi d'aller, Monsieur Roark. Elle reprit les rênes. C'est ce que j'ai besoin que vous compreniez. Elle partit et il resta dans la rue à la regarder s'éloigner et pensa à ce que cela signifiait. Une femme qui comprenait le coup et venait quand même. Une femme qui avait été blessée auparavant et venait quand même. Il ne savait pas quoi faire de ça. Il n'était pas sûr d'avoir le droit de faire quoi que ce soit avec ça pour l'instant. Mais cela resta dans sa poitrine tout le chemin du retour, chaud et compliqué, et plus effrayant qu'il ne l'avait prévu. Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, il s'assit sur le porche dans l'obscurité de juillet et pensa à Margaret. Il faisait cela la plupart des nuits, lui parlait dans l'intimité de sa propre tête, de la manière spécifique d'un homme qui sait que sa femme s'est partie mais n'a pas complètement abandonné l'habitude de sa présence. Il lui parla d'Eleanor, des biscuits et de la lavande, et de la façon dont Clara avait pris l'habitude de la suivre dans la maison. Il lui parla de Vera Hutchins et de la farine. Il lui parla de ce qu'Eleanor avait dit, qu'elle n'avait été mise nulle part où elle n'avait pas choisi d'aller. Il resta assis longtemps dans le noir. Puis Ruth ouvrit la porte moustiquaire et sortit sur le porche dans sa chemise de nuit. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il. « Je n'arrête pas de penser, » dit-elle. Elle s'assit à côté de lui sur la marche, repliant ses pieds sous elle. 11 ans, avec la maturité d'une femme de 40 ans. « Papa, je peux te demander quelque chose? » Toujours. Elle resta silencieuse un moment. « Est-ce que Madame Voss va rester? » Elle est là tous les jours. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ruth le regarda avec les yeux de Margaret. Elle avait les yeux de Margaret, tous l'avaient, mais c'était Ruth qui en avait hérité la franchise particulière. Je veux dire rester, vraiment rester. Caleb fut prudent dans sa réponse. Je ne sais pas, ma chérie. Mais tu veux qu'elle reste. Il ne répondit pas tout de suite. Ruth attendit. Elle avait toujours été patiente. Je veux ce qu'il y a de mieux pour cette famille, dit-il finalement. Ce n'est pas une réponse. Non, dit-il, ce n'en est pas une. Il passa son bras autour de ses épaules. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ruth resta silencieuse longtemps, assez longtemps pour qu'un engoulevent se mette à chanter quelque part dans le noir, puis s'arrête à nouveau. Je veux arrêter d'avoir peur, dit-elle. C'est ce que je veux. Sa voix était petite, plus petite qu'elle ne se le permettait habituellement. Chaque matin, je me réveille avec la peur qu'aujourd'hui soit le jour où tout s'effondre, que tu te blesses ou que tu tombes malade et qu'il n'y ait personne. Elle s'arrêta, serre les lèvres très fort. Quand Madame Voss est là, c'est la première fois que j'arrête d'avoir peur. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais c'est vrai. Caleb serra sa file contre lui et posa sa bouche sur le sommet de sa tête. C'est vrai, dit-il, et ce n'est pas mal. Ruth se blottit contre lui. Ils restèrent assis un moment sans parler. Puis elle dit, presque pour elle-même, « Elle te regarde parfois quand tu ne regardes pas. » Il s'immobilisa. « Qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu parles à Thomas ou que tu travailles avec les chevaux,
Elle te regarde comme... Ruth fit une pause, cherchant les mots justes, comme si elle était surprise par quelque chose, comme si elle ne s'attendait pas à ce que tu sois comme tu es. Caleb ne sut que répondre à cela. Je pensais juste que tu devrais le savoir, dit Ruth. Elle se leva, l'embrassa sur la joue, ce qu'elle ne faisait plus souvent. Elle était à l'âge où l'on prend ses distances, alors il resta immobile et reçut ce baiser comme le cadeau qu'il était, et rentra à l'intérieur. Il resta assis sur le porche longtemps après. 4 jours plus tard, Eleanor Voss arriva le matin avec une lèvre fendue et une histoire bien préparée sur le fait d'avoir heurté un cadre de porte dans le noir. Caleb savait ce qu'un cadre de porte fait à un visage. Ce n'était pas ça. Il n'insista pas. Il lui apporta du café, le posa sans commentaire et retourna travailler dehors, car il comprenait instinctivement qu'une femme comme Eleanor fuirait les questions directes comme une bête sauvage fuit une main tendue trop vite. Mais en milieu de matinée, alors qu'ils étaient seuls dans la cuisine et que les enfants étaient dans la cour, il posa le harnais sur lequel il travaillait et dit sans la regarder directement, « Vous n'êtes pas obligé de me dire quoi que ce soit. » Eleanor garda les mains dans la pâte à pain. « Mais si quelqu'un vous fait du mal, dit-il, j'aimerais le savoir. » Elle resta silencieuse longtemps, assez longtemps pour qu'il pense qu'elle n'allait pas répondre. « Ce n'était personne, dit-elle. C'était un désaccord. »« Avec qui? » Sa mâchoire se serra. « C'est mon affaire, Monsieur Rourke. »« Oui, madame, ça l'est. » Il reprit le harnais. « J'arrêterai. » Un autre long silence. « Douglas avait un frère, dit Eleanor. » La pâte à pain fut repliée une fois, durement. « Frank Voss, il a des opinions sur la propriété, sur ce que je devrais en faire, sur avec qui je devrais le faire. » Elle ne leva pas les yeux. « Il est passé hier soir. » Caleb posa le harnais. « A-t-il posé les mains sur vous? » Le silence fut sa propre réponse. Quelque chose de très froid et de très calme s'installa au centre de la poitrine de Caleb Rourke. Il avait appris à la dure, au cours de 14 ans de paternité et d'un long mariage, que la colère la plus intense qu'il ressentait était du genre silencieux, celle qui n'élevait pas la voix. Eleanor. C'était la première fois qu'il utilisait son prénom. Il ne l'avait pas prévu. C'est sorti de la gravité du moment, de quelque chose qui dépassait la formalité. Si cet homme s'approche encore de vous, je veux le savoir. Elle le regarda alors, le regarda vraiment, et il pouvait voir qu'elle faisait ce qu'elle faisait toujours, mesurer, évaluer, calculer à quel point elle pouvait faire confiance et à quel point elle pouvait se permettre de s'appuyer. « Vous avez assez à gérer, dit-elle. » Sa voix était prudente, mais quelque chose en dessous ne l'était pas. « J'ai assez à gérer, acquiesça-t-il, et vous faites partie de ce que je gère maintenant. » Il soutint son regard. « Ce n'est pas un fardeau, je veux être clair là-dessus. » Ce n'était pas un fardeau. Eleanor Voss le regarda pendant un long moment sans défense. Le calme ne se brisa pas exactement. C'était plutôt que quelque chose en dessous avait bougé, comme un socle rocheux qui se stabilise. « D'accord, dit-elle doucement. Il hocha la tête, il reprit le harnais et se remit au travail. Mais ce soir-là, quand Eleanor rentra chez elle à cheval, Caleb Rourke sella son cheval et partit dans la direction opposée, à 3 miles au nord, là où Frank Voss avait une concession, une habitude de boire et, apparemment, un ensemble de convictions sur ce que les veuves devaient aux hommes qui pensaient les posséder. Il ne savait pas encore ce qu'il allait dire en arrivant. Il savait que ce serait dit clairement, et il savait que Frank Voss l'entendrait. Certains messages n'avaient pas besoin de jolis mots. Certains messages avaient juste besoin d'un homme prêt à les penser. Frank Voss ouvrit la porte avec un verre de whisky dans une main et une expression sur son visage qui disait qu'il attendait de la compagnie et n'en avait pas peur. Il était plus grand que Caleb ne l'avait prévu, plus large de poitrine, avec l'épaisseur rougeâtre particulière d'un homme qui buvait régulièrement, mais pas assez pour se ruiner. Il toisa Caleb de haut en bas, comme le font les hommes lorsqu'ils décident de la gravité d'une menace. « Rourke, dit-il, pas une salutation, juste une reconnaissance. « Vous. » Caleb garda les mains ballantes le long de son corps. Sa voix était exactement de la même température que d'habitude. « Je pense que vous et moi devons avoir une conversation. » Frank s'appuya contre le cadre de la porte. « À propos de quoi? »« À propos d'Eleanor. » Quelque chose changea dans l'expression de Frank. Pas de la culpabilité, rien d'aussi net que la culpabilité, mais une sorte de lassitude qui dit à Caleb que l'homme savait exactement de quoi il s'agissait
et avait déjà décidé comment il voulait jouer la partie. Il but une longue gorgée de son whisky. Eleanor Voss est la veuve de mon frère. Ce qui se passe sur cette propriété est une affaire de famille Voss. Cette propriété appartient à Eleanor, dit Caleb. Votre frère la lui a laissée légalement et clairement. J'ai vu l'acte déposé au bureau du comté. Il ne l'avait pas vu, mais il le dit comme un homme dit quelque chose de vrai, et la mâchoire de Frank se serra, ce qui lui dit qu'il avait touché un point sensible. Ce que vous avez fait là-bas, ce n'est pas une affaire de famille, c'est du harcèlement. Et si vous posez à nouveau les mains sur elle, ça devient tout autre chose. Frank se décolla du cadre de la porte. Il essayait d'utiliser sa taille, s'avançant pour réduire l'espace entre eux, et Caleb tint bon sans bouger d'un pouce. Vous n'avez aucune légitimité ici, dit Frank à voix basse. Vous n'êtes pas de sa famille. Vous n'êtes pas son mari. Vous n'êtes qu'un fermier fauché avec une femme morte et trop de bouches à nourrir. Je suis un homme qui vous le dit clairement, dit Caleb le coupant. Laissez-la tranquille. C'est tout. Laissez-la simplement tranquille. Vous faites ça et nous n'aurons plus jamais besoin de nous parler. Il fit une pause. Vous ne le faites pas et j'appellerai le shérif ici avant votre prochain verre et je serai juste derrière lui. Frank le fixa. Le verre de whisky tourna dans sa main. Une fois, deux fois. Le calcul derrière ses yeux était visible. Caleb était-il le genre d'homme qui pensait ce qu'il disait? Caleb le regarda avec une fermeté absolue et le laissa faire le calcul. Fichez le camp de ma terre, dit finalement Frank. Volontiers. Caleb remit son chapeau. Souvenez-vous de ce que j'ai dit. Il rentra chez lui dans le noir, le cœur battant toujours la chamade et les mains tremblant enfin, maintenant que c'était fini et que personne ne pouvait le voir. Il n'était pas un homme violent. Il n'avait jamais voulu l'être. Mais il y avait des choses qui valaient la peine de chevaucher dans le noir, et Eleanor Voss, avec une lèvre fendue, en était une. Et il ne le regretta pas un seul instant. Ce qu'il regretta, c'est de ne pas lui avoir dit qu'il y était allé. Il le lui dit le lendemain matin. Il attendit que les enfants soient dehors et que la cuisine soit calme, et il le lui dit directement, parce qu'elle méritait la franchise. Eleanor posa la cafetière très soigneusement. « Vous êtes allé voir Frank Voss, dit-elle. »« Oui. » Sans me le dire? »« Oui. » Le silence qui suivit ne fut pas confortable. Eleanor se tourna pour lui faire face, et le calme était toujours en place. Chaque parcelle, mais en dessous, il pouvait voir quelque chose de chaud et de contrôlé qu'il reconnut comme une vraie colère. « Je ne suis pas l'un de vos enfants, Monsieur Roark, dit-elle, chaque mot précis. Je n'ai pas besoin que vous chevauchiez dans le noir pour mener des batailles que je ne vous ai pas demandé de mener en mon nom. Je le sais. Alors pourquoi? Parce que vous n'alliez pas le faire vous-même, dit-il, et parce que vous ne devriez pas avoir à le faire. Il soutint son regard. Je n'essaie pas de vous gérer, Eleanor. Je n'essaie pas de vous prendre quoi que ce soit. J'y suis allé parce qu'il a posé les mains sur vous, et c'est quelque chose que je ne suis pas capable de savoir et de ne rien faire. Ce n'est pas de la gestion, c'est juste... Il s'arrêta. C'est juste ma nature. La colère dans les yeux d'Eleanor était toujours là, mais quelque chose d'autre était apparu en dessous. Quelque chose qu'elle s'efforçait plus difficilement de contenir. « Vous a-t-il menacé? » demanda-t-elle. Il a essayé. Caleb. C'était la première fois qu'elle utilisait son prénom. Elle sembla s'en rendre compte une demi-seconde après que ce soit sorti, mais elle ne le retira pas. Frank Voss n'est pas un homme qui laisse les choses passer. Si vous vous êtes fait un ennemi de lui, alors je me suis fait un ennemi de lui, dit Caleb. J'ai eu pire. Vous avez 5 enfants. Je sais combien d'enfants j'ai. Elle serra les lèvres très fort. Il pouvait l'avoir passé en revue les réponses et les rejeter une par une. C'était ça, chez Eleanor, qu'il avait fini par comprendre. C'était une femme qui choisissait ses mots avec une précision chirurgicale, car elle avait appris à un moment donné que les mots imprudents vous coûtaient des choses que vous ne pouviez pas récupérer. « Vous auriez dû me le dire d'abord, dit-elle finalement. « Vous avez raison, dit-il. J'aurais dû. » L'aveu sembla lui enlever une partie de sa colère. Elle se retourna vers le poêle. « Ne le refaites pas. Je vous le dirai d'abord la prochaine fois. »« Il n'y aura pas de prochaine fois, dit-elle, parce que je vais m'occuper de Frank moi-même. »« Eleanor, j'ai dit que je m'en occuperais. » Elle prit la cafetière. « Asseyez-vous et mangez votre petit déjeuner, Monsieur Roark.
Il s'assit et mangea son petit déjeuner, mais il l'observa et il pouvait voir le léger tremblement dans sa main alors qu'elle versait, la manière prudente dont elle se tenait, et il comprit que la colère était au moins en partie de la peur, et que la peur était quelque chose avec laquelle elle vivait depuis un certain temps, et cela le mit plus en colère contre Frank Voss que toute autre chose n'aurait pu le faire. Le rebondissement arriva 3 jours plus tard, et il ne vint pas du tout de Frank Voss. Il vint d'une lettre. Thomas la ramena de la route où le postier l'avait laissée, et il la posa sur la table devant son père sans un mot, mais avec le regard de quelqu'un qui a déjà lu l'adresse de l'expéditeur et fait ses propres calculs. La lettre venait d'un homme nommé Gerald Price, du cabinet Price et Halloran, avocate basé à Carson City. Caleb la lut 2 fois, puis il la posa et resta très immobile. La lettre l'informait, dans le langage prudent que les avocats utilisaient quand ils voulaient masquer le véritable coup, qu'un privilège avait été déposé contre la propriété Roark par la Banque territoriale du Nevada pour une dette de 432 $. Une dette dont il ignorait l'existence. Une dette, expliquait la lettre, qui avait été contractée 18 mois plus tôt par Margaret. Il lut cette ligne 3 fois, resta avec elle jusqu'à ce qu'elle cesse de ressembler au mauvais nom au mauvais endroit. Puis il lut le reste de la lettre. La dette était garantie par le pâturage de l'Est. Si elle n'était pas payée en totalité, dans les 60 jours, des procédures de saisie commenceraient. 432 $. Il n'avait pas 432 $. Il n'en avait même pas la moitié. Il avait à peine de quoi passer la saison. Thomas était toujours debout dans l'embrasure de la porte. « Papa, tout va bien, dit Caleb, le vieux réflexe, celui qu'il utilisait depuis des semaines. Ça n'a pas l'air d'aller bien. Caleb plia la lettre, la mit dans la poche de sa chemise, se leva de la table. C'est quelque chose que je dois vérifier. N'en parle pas à tes sœurs et à ton frère. Tu ne vas pas me dire ce que c'est? Pas encore. Thomas le regarda longuement avec ses 2 yeux de vieil homme. Puis il se retourna et sortit, et la porte moustiquaire se referma derrière lui. Et Caleb resta seul dans sa cuisine avec la lettre dans sa poche et 432 $ de dette qu'il n'avait jamais connue, pesant sur sa poitrine comme une pierre. Il ne le dit pas non plus à Eleanor, pas ce jour-là. Il se rendit en ville le lendemain matin et alla à la banque avant qu'elle ne soit vraiment ouverte. Il attendit sur les marches jusqu'à ce qu'Emmett Dryden, le banquier, l'homme avec qui Caleb avait traité 2 fois dans sa vie, et qu'il n'aimait ni l'une ni l'autre fois, arrive et déverrouille la porte avec la légère désapprobation d'un homme interrompu dans sa routine. « Le comte Roark, dit Caleb avant même que Dryden ne se soit assis, j'ai besoin de voir le dossier complet. » L'expression de Dryden fit la petite chose habituelle qu'elle faisait quand il décidait de ce qu'il fallait partager et dans quel ordre. « Monsieur Roark, je suis désolé pour votre perte. Votre femme était. »« J'ai besoin du dossier, dit Caleb. S'il vous plaît. » Le dossier était pire que la lettre. Margaret avait emprunté sur la propriété en petite quantité pendant près de 2 ans, 50 ici, 70 là, jamais assez à la fois pour paraître alarmant, tout cela s'accumulant tranquillement. Les billets de prêt étaient de son écriture, sa signature légale et claire. « A-t-elle dit à quoi cela servait? » demanda Caleb. Dryden hésita. « Elle a mentionné des frais médicaux pour l'un des enfants, je crois. » Caleb devint très immobile. « Quel enfant? » Une autre hésitation. « Je crois que c'était la plus jeune, Clara. » Clara, qui était née prématurément et petite et avait passé son premier hiver à être transportée chez le médecin à Silver Ridge, à 20 miles aller-retour. Clara, dont la première année leur avait coûté plus que Caleb ne le savait, apparemment, parce que Margaret avait géré cela comme elle le gérait tout ce qui, craignait-elle, l'inquiéterait, tranquillement, seule, le protégeant comme elle l'avait toujours protégé des choses qu'elle pensait qu'il ne pouvait pas porter. Il resta assis dans le bureau d'Emmett Dryden un moment sans parler. « Monsieur Roark, dit Dryden prudemment, je comprends que c'est une situation difficile. Est-elle venue seule? Je vous demande pardon. Quand elle a contracté les prêts, était-elle seule? Oui, toujours. » Caleb hocha la tête. Il se leva. Il remercia Dryden de la manière plate et automatique d'un homme agissant par procédure pendant que le reste de lui était ailleurs. Il rentra chez lui en pensant à Margaret. Pas avec du chagrin cette fois, ou pas seulement du chagrin. Il pensait à la forme particulière de son amour,
à la façon dont il s'était toujours tourné vers lui et les enfants, et loin d'elle-même, à la façon dont elle avait contracté seule une dette de 432 $ pour qu'il ne perde pas le sommeil, à la façon dont elle avait protégé la vie de Clara sans lui dire que cela avait un prix. Il tourna dans sa propre allée et vit la jument d'Eleanor au poteau et sentit quelque chose de compliqué et d'énorme le traverser d'un seul coup. Le chagrin pour Margaret, la gratitude pour Eleanor, la terreur particulière d'un homme qui vient d'apprendre que le sol sous ses pieds est plus meuble qu'il ne le pensait, et la certitude qu'il allait devoir le dire à Eleanor parce que le lui caché ressemblait à un mensonge, et mentir à Eleanor Voss ressemblait à un tort spécifique qu'il n'était pas capable de commettre. Il le lui dit ce soir-là. Les enfants étaient au lit et Eleanor était sur le point de rentrer chez elle, enfilant son manteau dans l'embrasure de la cuisine, et il dit « Pouvez-vous vous asseoir une minute ?» Et le ton de sa voix la fit s'asseoir sans demander pourquoi. Il lui parla de la lettre, de la banque, de Margaret, de Clara et des 432 $. Il lui raconta tout avec la même voix plate et égale qu'il avait utilisée avec Dryden, qui était la voix qu'il utilisait quand il ne se faisait pas confiance pour en utiliser une autre. Eleanor s'assit en face de lui et écouta sans l'interrompre une seule fois. Quand il eut fini, elle resta silencieuse un long moment. « Le pâturage de l'Est, dit-elle. C'est contre ça qu'ils ont déposé le privilège. S'ils prennent le pâturage de l'Est, qu'est-ce que cela fait à votre capacité de pâturage? Laissez à Eleanor le soin d'aller droit aux pratiques. Ça réduit la capacité de mon troupeau d'un tiers, peut-être plus. Et les 60 jours, quand est-ce que ça commence? La lettre était datée du 14, donc nous avons jusqu'à la mi-septembre. Eleanor posa les deux mains à plat sur la table. Elle réfléchissait, il pouvait le voir, à la manière dont elle analysait les choses, méthodique et approfondie. « J'ai de l'argent, dit-elle. Eleanor. J'ai de l'argent de côté, dit-elle. De la propriété, des années depuis la mort de Douglas. J'ai été prudente. » Elle le regarda. « Je peux couvrir la somme. » Le refus fut si immédiat et si complet qu'il en fut presque physique. « Absolument pas. »« Caleb? » »« Non. » Il se pencha en avant. « Eleanor, je vous ai demandé de participer à cet arrangement pour aider ma famille. Je ne vous ai pas demandé de la financer. Je ne prendrai pas vos économies. Je trouverai un autre moyen. » « Quel autre moyen? »« Je vendrai du bétail. Vous n'avez pas de bétail à vendre et vous le savez. Je trouverai un arrangement avec Dryden. »« Dryden ne fait pas d'arrangement, dit-elle. Il fait des transactions. Il n'y a pas d'arrangement possible avec cet homme. » Elle soutint son regard avec la franchise qui l'avait déconcerté la première fois et qui lui semblait maintenant l'une des choses les plus stables de sa vie. « C'est un prêt entre nous, écrit, signé, avec des conditions sur lesquelles nous nous mettons d'accord. Pas de charité, juste deux personnes qui résolvent un problème pratique de la manière la plus pratique possible. »« Ce n'est pas pratique, dit-il. Ça change les choses. »« Quelle chose? » Il la regarda. Elle le regarda en retour, et la chose qu'il ne pouvait pas dire et qu'elle faisait semblant de ne pas voir était assise entre eux sur la table de la cuisine, comme une troisième personne, patiente et en attente. « Tout, » dit-il doucement. Le souffle d'Eleanor sortit lentement. Ses mains, toujours à plat sur la table, s'appuyèrent légèrement. « Peut-être que certaines choses ont besoin de changer, » dit-elle encore plus doucement. La pièce était très silencieuse. Puis la voix de Clara vint de l'étage, aiguë et soudaine. « Papa! » La voix du cauchemar, celle qui traversait les murs et coupait tout. Et Caleb fut sur ses pieds avant qu'elle n'ait fini. Il monta les escaliers 4 à 4. Clara était assise dans son lit, en sueur et désorientée, tendant la main vers quelque chose qui n'était pas là. « Maman, disait-elle. Maman, maman, je suis là, ma puce. » Il la prit dans ses bras. « Je suis juste là. »« Je veux maman, dit Clara, le désir brû et brisé d'un enfant qui sait déjà qu'elle ne peut pas avoir la chose qu'elle demande, ce qui est la pire sorte de demande. « Je sais, dit-il, je sais que tu la veux. » Il la tint et la berça dans le noir. Ses pleurs se calmèrent lentement, par les étapes saccadées d'un enfant revenant d'un cauchemar. Et il resta jusqu'à ce que sa respiration se régularise, que sa prise sur sa chemise se desserre et qu'elle se rendorme. Quand il redescendit, Eleanor était toujours à table. Elle n'était pas partie. Elle était assise, les mains enroulées autour d'une tasse de café, regardant le grain du bois. Elle leva les yeux quand il entra et son calme avait de nouveau changé. Pas brisé, mais ouvert,
comme une fenêtre s'ouvre par une nuit chaude. Est-ce qu'elle va bien? Demanda Eleanor. Elle va bien maintenant. Eleanor hocha la tête, puis doucement, je faisais ça après la mort de Douglas. Me réveiller en tendant la main. Il se rassit en face d'elle. Combien de temps a-t-il fallu pour que ça s'arrête? Elle y réfléchit. Environ 1 an avant que mes mains ne croient ce que mon esprit savait déjà. Elle fit une pause. Mais il y a une différence entre croire que quelqu'un est parti et être prêt à arrêter de le pleurer. Ce sont des choses distinctes. Vraiment? Demanda-t-il. Oui. Elle croisa son regard. On peut honorer la mémoire de quelqu'un et continuer à vivre. Ce ne sont pas des contraires. Une pause. Margaret semblait être une femme qui aurait compris ça. Il la regarda longuement. Quelque chose dans la façon dont elle l'avait dit, sans le rassurer, sans le gérer, juste en énonçant quelque chose qu'elle croyait vrai et en lui faisant confiance pour en faire ce qu'il voulait. « Elle vous aurait aimé, dit-il. Margaret. Elle vous aurait beaucoup aimé, je pense. » Eleanor ne dit rien, mais la tasse tourna une fois dans ses mains et elle regarda vers la fenêtre. Et quand elle regarda de nouveau, quelque chose s'était installé sur son visage qui n'y était pas avant. « Acceptez le prêt, dit-elle. Pensez à Clara. » Il ferma les yeux, les rouvrit. « J'y réfléchirai. »« Ça veut dire oui, dit Eleanor. Et pour la première fois depuis des semaines, vraiment, la première fois, elle sourit. Un sourire petit, bref et réel, comme quelque chose qu'elle avait presque oublié comment faire. Il faillit dire quelque chose alors, quelque chose qu'il n'était pas prêt à dire et qu'elle n'était pas prête à entendre. Il pouvait le sentir essayer de sortir de lui, grand, maladroit et prématuré, et il le ravala avec effort. Mais le lendemain matin, quand Eleanor remonta l'allée dans la chaleur matinale, elle trouva un document sur la table du porche. Un accord manuscrit, des termes et un calendrier de remboursement de la main propre et soignée de Caleb, avec une ligne pour la signature et un espace vide pour son propre nom. Et en dessous, dans la marge, en plus petits caractères, « Merci pour tout, pas seulement l'argent. » Eleanor resta un moment seule sur ce porche tenant le papier. Puis elle plongea la main dans la poche de son manteau, sortit un stylo qu'elle portait par vieille habitude d'institutrice et signa son nom. Elle entra dans la maison, mit le café à chauffer, commença le petit déjeuner comme si elle avait toujours été là, comme si elle avait l'intention de continuer à y être. De la grange, Caleb entendit le couvercle du poêle claquer, le bruit de ses enfants qui commençaient à s'agiter à l'étage, et le rythme particulier et silencieux d'une maisonnée qui avait retrouvé quelque chose qui ressemblait à son propre battement de cœur, et il continua à travailler de ses mains, laissant cela l'envahir comme une pluie sur une terre sèche, prudent, reconnaissant, terrifié et autre chose. Quelque chose qui le rattrapait depuis des semaines, quelque chose qu'il allait devoir nommer un jour, qu'il soit prêt ou non. Dehors, l'été continuait de brûler, et quelque part au nord de la ville, Frank Voss lisait une lettre qu'Eleanor avait envoyée, composée avec précision, juridique dans son langage et de fer dans son intention. Et ses mains étaient crispées sur la page. Il ne s'y attendait pas. Il aurait dû. Frank Voss ne répondit pas à la lettre d'Eleanor avec des mots. Il répondit avec des avocats. 2 d'entre eux arrivèrent à Harlan Creek un mardi matin, venant de Carson City dans un buggy de location avec une sacoche en cuir entre eux et l'allure soignée d'hommes qui facturaient à l'heure et aimaient ça. À midi, toute la ville savait qu'ils étaient allés directement de l'hôtel au bureau des archives du comté. Et au souper, Caleb savait ce qu'il cherchait. Thomas apporta la nouvelle. Thomas, qui avait discrètement développé un réseau de sources d'informations à travers la ville, qui aurait impressionné un général, apparut à la porte de la grange pendant que Caleb travaillait et dit sans préambule « Frank Voss conteste l'acte de propriété. » Caleb posa ses outils. Pour quel motif? Il dit que la propriété était une terre de la famille Voss avant que Douglas ne l'achète et qu'Eleanor n'a droit qu'aux améliorations, pas à la parcelle d'origine. Thomas s'appuya contre le cadre de la porte. Le fils de Manny Driscoll travaille au bureau des archives. Il a tout entendu. Ce n'est pas comme ça que les actes de propriété fonctionnent. Je le sais, mais les avocats coûtent de l'argent, qu'ils aient raison ou tort, et Frank Voss en a. Thomas fit une pause. Il a aussi dit en ville que le comportement d'Eleanor depuis la mort de Douglas n'a pas été, il utilisa le mot « approprié ». Une autre pause. Il a été précis sur ce qu'il entend par là.
La chose froide et silencieuse s'installa de nouveau dans la poitrine de Caleb. Il nous utilise contre elle. Il t'utilise contre elle, dit Thomas. Il y a une différence parce que c'est ton nom qui rend l'accusation crédible. Caleb resta très immobile un long moment. Dehors, il pouvait entendre Abigail et George se disputer pour une broutille, leur voix montant et descendant d'une manière qui signifiait que personne n'était vraiment blessé, mais que quelqu'un y travaillait. Il pouvait entendre Clara chanter pour elle-même près du porche. Il pouvait entendre Eleanor à l'intérieur de la maison, se déplaçant entre les pièces avec cette efficacité silencieuse et sans hâte qu'elle apportait à tout. « Est-ce qu'elle sait ?» demanda Caleb. « Pas encore, d'après ce que je sais. » Il hocha la tête. Il ramassa ses outils, les rangea correctement car laisser les choses en désordre n'était pas quelque chose qu'il faisait, même en cas de crise. Puis il retourna à la maison. Eleanor était à la table de la cuisine, aidant Abigail à déchiffrer des mots de son abécédaire, patiente et claire, un doigt se déplaçant sous chaque syllabe. Elle leva les yeux quand Caleb entra, lut immédiatement son visage. Elle avait toujours été capable de lire son visage, presque dès la première semaine, ce qui le surprenait encore. Elle dit à Abigail, « Prends le livre sur le porche et entraîne-toi, ma chérie. Je t'interrogerai dans quelques minutes. » Abigail sortit. La porte moustiquaire se referma. Eleanor croisa les mains sur la table et attendit. Il lui raconta tout, directement, comme elle lui avait toujours dit qu'elle voulait les choses. Quand il eut fini, Eleanor resta silencieuse pendant exactement 4 secondes. Il avait appris à compter ses silences. 4 secondes signifiaient qu'elle traitait l'information plutôt que de réagir, ce qui était Eleanor à son plus redoutable. « Il est plus malin que je ne le pensais, dit-elle finalement. Il a engagé des hommes malins. Ça ne tiendra pas. L'acte est clair. Mais quelque chose dans sa voix avait changé. Une légère tension sous le calme. Ça n'a pas besoin de tenir devant un tribunal pour faire des dégâts. Il suffit que ça tienne dans l'esprit des gens assez longtemps pour... Elle s'arrêta. Assez longtemps pour te faire passer pour ce qu'il dit que tu es, termina Caleb. Elle le regarda. Et toi? Je me fiche de ce que Frank Voss dit de moi. Tu devrais, dit-elle, et ce n'était pas froid. C'était inquiet, ce qui était une chose entièrement différente, oui, et d'une certaine manière plus troublant venant d'Eleanor que la colère ne l'aurait été. Tu as des enfants dans cette ville. Ils vont à l'école ici. Ils grandiront ici. Si Frank empoisonne assez de gens contre toi. Elle s'arrêta de nouveau, serra les lèvres. C'est ce que je craignais. Que venir ici te coûterait quelque chose que je ne pourrais pas rembourser. Eleanor. Il s'assit en face d'elle. Tu ne m'as rien coûté. Caleb, regarde-moi. Il attendit qu'elle le fasse. Avant que tu n'arrives ici, Ruth s'épuisait à essayer d'être sa mère. Clara ne dormait pas. George avait cassé toutes les fenêtres que je possède. Thomas me regardait chaque matin comme s'il attendait que je m'effondre. Il garda sa voix égale, ses yeux sur les siens. J'étais en train de couler, et je le faisais en silence, ce qui est la manière la plus dangereuse de couler, parce que personne ne vous lance une corde s'il ne vous voit pas vous noyer. Il fit une pause. Tu m'as lancé une corde, et je me fiche de ce que Frank Voss ou Vera Hutchins ou toute la population de Harlan Creek en dit. C'est ce que tu as fait, et je ne te laisserai pas t'asseoir ici et appeler ça une erreur. Les mains d'Eleanor étaient crispées sur la table. Sa mâchoire travaillait avec quelque chose qu'elle retenait, ce qui était assez rare chez elle pour lui faire mal à la poitrine. « Je lui ai envoyé cette lettre, dit-elle. Je l'ai provoqué. Il a posé les mains sur toi, dit Caleb. Ne fais pas ça. Ne transforme pas ça en quelque chose que tu as causé. Elle ferma les yeux, les rouvrit. Je n'ai pas peur de Frank Voss. Je sais que tu n'as pas peur. J'ai peur de ce qu'il peut faire aux enfants. Sa voix baissa. À tes enfants. Si ça devient assez laid et assez long, ce sont eux qui en souffriront. On a déjà posé des questions à Abigail sur moi à l'école. Thomas a entendu quelque chose de cruel au magasin de fourrage la semaine dernière, et je l'ai vu sur son visage quand il est rentré. Elle expira. Je ne serai pas la raison pour laquelle tes enfants sont maltraités dans leur propre ville. La phrase tomba comme une pierre. Caleb la regarda longuement. C'est à ça que tu penses, dit-il, que la solution est que tu partes. Elle ne répondit pas, ce qui était une réponse en soi. Eleanor. Il se pencha en avant. Si tu quittes cette maison à cause de Frank Voss, tu ne protèges pas mes enfants.
Tu donnes à cet homme exactement ce qu'il veut. Il observa son visage. Et tu leur enlèves quelque chose qu'ils n'avaient pas avant que tu n'arrives. Et tu le ferais parce qu'un tyran ivre avec un avocat te l'a dit. Sa mâchoire était serrée. C'est ça, la femme que tu es. Le silence s'étira, puis Eleanor se redressa. Quelque chose se réinstalla dans sa colonne vertébrale. Quelque chose qu'il reconnut comme l'Eleanor Voss qui avait affronté Vera Hutchins dans le magasin de Murdoch et lui avait dit de se mêler de ses affaires sans élever la voix. Non, dit-elle doucement et absolument. Bien. Mais nous avons besoin d'un plan, dit-elle immédiatement, car Eleanor Voss ne faisait pas de résolution sans stratégie. Parce que souhaiter que Frank disparaisse n'a pas marché. Lui rendre visite n'a pas marché. Et lui écrire des lettres l'a apparemment transformé en un problème avec une représentation légale. Alors, elle posa les deux paumes à plat. Qu'est-ce qu'on fait, concrètement? Ce qu'ils firent, ce fut d'aller voir le juge Harlan. Pas le lendemain matin, le soir même. Pendant que Thomas restait avec les enfants, Caleb et Eleanor se rendirent en ville ensemble pour la première fois, ensemble publiquement, côte à côte. Et ils allèrent à la maison du juge Amos Harlan, qui vivait dans ce comté depuis 30 ans et connaissait chaque centimètre de ses registres fonciers et chaque famille qui avait jamais essayé d'en abuser. Le juge était sur son porche avec une pipe et un journal, et il regarda les deux s'approcher de son allée avec l'expression particulière d'un homme qui a vu assez de la nature humaine pour ne plus être surpris par grande chose. « Caleb Roark, dit-il, Eleanor Voss. » Il plia son journal. « Je me demandais quand vous alliez vous montrer. »« Vous savez pour les avocats, dit Caleb. Je sais tout ce qui se passe dans ce comté, mon fils. Asseyez-vous. » Ils s'assirent. Eleanor expliqua la situation avec l'efficacité et la précision d'une femme qui avait été institutrice et savait comment organiser l'information. Le juge Harlan écouta sans interrompre, tirant sur sa pipe à intervalles réguliers, ses yeux se déplaçant entre eux. Quand elle eut fini, il tapa sa pipe contre la balustrade. « L'acte est clair, dit-il. Douglas Voss a acheté cette propriété directement à la succession Kellerman en 1871 et l'a laissée à Eleanor dans son testament, homologué en bonne et due forme dans ce tribunal. Frank Voss n'a aucune revendication légale. » Il fit une pause. Cependant, Caleb sentit le cependant avant qu'il n'arrive. Frank a aussi fait du bruit à Carson City, et les hommes qu'il a engagés ne sont pas des inconnus. Ils vont rendre ça cher et lent, même s'ils ne peuvent pas le faire aboutir. Et lent et cher, c'est une sorte de victoire en soi si on ne fait pas attention. Le juge regarda Eleanor. « Vous avez les économies pour vous battre. J'ai engagé une partie de mes économies à un autre usage, dit Eleanor sans regarder Caleb. Le juge haussa un sourcil. « Alors vous devez réfléchir attentivement pour savoir si vous êtes prête pour un long conflit juridique. » Il fit une pause. « Ou vous devez réfléchir à savoir s'il y a un moyen plus rapide de rendre le cas de Frank non pertinent. »« Quel genre de moyen plus rapide? » demanda Caleb. Le juge Harlan le regarda un moment avec une expression qui réussissait à être à la fois complètement neutre et entièrement averti. Le genre de choses qui change votre relation juridique avec la propriété en question. Il tapa de nouveau sur sa pipe. « Je ne suggère rien. Je suis juste un homme qui sait comment la loi fonctionne. » Il se leva. « Pensez-y. Venez me voir quand vous aurez réfléchi. » Ils rentrèrent chez eux sans parler pendant près d'un mile. Puis Eleanor dit, s'adressant à la route devant eux, « Il suggère que nous nous marions. » « Je sais ce qu'il suggère. » Silence. « Ce n'est pas un plan, dit-elle. »« Non, acquiesça Caleb. » Plus de silence, le genre qui était plein de choses qu'aucun d'eux n'était prêt à dire dans le noir sur une route, avec encore un demi-mile à parcourir. « Je contacterai mon propre avocat demain matin, » dit finalement Eleanor. « J'en ai un à Carson City que j'ai déjà utilisé. Une femme, en fait. Elle est plus vive que n'importe qui que Frank a engagé, je peux vous le promettre. » « D'accord. Et je pense que tu devrais parler à Thomas, lui dire ce qui se passe. Il est assez grand et il l'entendra de manière pire de quelqu'un d'autre. »« Je sais. » Elle le regarda de côté dans le noir. « Tu es très silencieux. » Je réfléchis. À ce que le juge a dit. Il ne répondit pas tout de suite. Les chevaux avançaient facilement sous eux, la nuit d'été était chaude et pleine de grillons, et quelque part devant, une lanterne brûlait à la fenêtre de sa cuisine, là où Thomas l'avait laissé allumer.
Entre autres choses, dit-il. Eleanor retourna son visage vers la route. Ils arrivèrent à la maison. Thomas apparut dans l'embrasure de la porte, l'air soulagé, ce qu'il dissimula immédiatement par une nonchalance étudiée qui ne trompa personne. Eleanor entra pour vérifier les enfants endormis. Caleb s'occupa des chevaux. Le temps qu'ils reviennent, Eleanor avait son manteau et était prête à partir. Il la raccompagna jusqu'à la jument. C'était quelque chose qu'il avait commencé à faire sans le décider, quelque part dans la deuxième semaine. La raccompagner, la voir partir, rester à la barrière jusqu'à ce qu'elle soit au bout de l'allée et tourne sur la route. Elle détacha la jument, se tourna vers lui. Caleb? Elle prononça son nom différemment qu'avant. Au début, c'était prudent, délibéré. Maintenant, ça sortait comme les mots le font quand ils ont trouvé leur propre poids. Quoi qu'il arrive avec Frank, j'ai besoin que tu saches que je ne regrette pas d'être venu ici. Il la regarda dans le noir, même avec tout ça. Surtout avec tout ça. Quelque chose changea sur son visage. J'ai passé 4 ans à être très prudente, très contenue. J'ai construit une vie qui était gérable, sûre et entièrement mienne, et j'étais... Elle fit une pause. Je n'étais pas heureuse. J'allais bien. Il y a une différence. Elle soutint son regard. J'avais oublié la différence jusqu'à... Elle s'arrêta. Jusqu'à quoi? Dit-il doucement. Elle le regarda pendant un long moment suspendu. Va te coucher, Caleb, dit-elle, mais elle le dit gentiment. Presque assez gentiment pour être autre chose. Elle s'éloigna à cheval. Il resta à la barrière jusqu'à ce que l'obscurité l'avale. Puis il rentra et trouva Thomas toujours éveillé à la table de la cuisine. « J'ai besoin de te dire certaines choses, » dit Caleb. Thomas le regarda fixement. « Je sais déjà la plupart. » Je m'en doutais. Caleb s'assit. « Qu'est-ce que tu ne sais pas? » Thomas resta silencieux un moment, puis « Qu'est-ce que tu vas faire pour Madame Voss? »« Je vais m'assurer que Frank Voss ne puisse pas lui faire de mal. »« Ce n'est pas ce que je veux dire, » dit Thomas. La voix du garçon était prudente, comme toujours quand il était sur le point de dire quelque chose qui lui coûtait. « Je veux dire, qu'est-ce que tu vas faire pour elle? » Il croisa les yeux de son père. « Parce que tu la regardes comme tu regardais maman. Pas de la même façon, ce n'est pas la même chose, mais le même genre de chose. » Il fit une pause. « Et elle te regarde comme si elle attendait que tu remarques qu'elle te regarde. » Caleb resta assis avec ça un long moment. « Thomas, je ne suis pas contrarié, » dit Thomas rapidement, comme s'il avait besoin de le sortir avant de changer d'avis. « Je veux que tu le saches, j'étais... » Il s'arrêta, recommença. Au début, je la surveillais parce que j'attendais qu'elle fasse quelque chose de mal. Une raison de ne pas lui faire confiance. Sa mâchoire bougea. Elle n'a jamais rien fait. Elle a juste continué à venir, à faire le travail, à ne rien demander et à être... Il baissa les yeux sur la table. À être bonne avec nous tous. Et j'ai continué à regarder et à attendre, et elle a juste continué à être bonne. Il leva les yeux. Alors, je ne suis pas contrarié. Je veux juste que tu le saches. La gorge de Caleb était très serrée. Elle n'est pas ta mère, dit-il. Je le sais. La voix de Thomas était stable. Mais elle est... Il sembla chercher le mot. Elle est quelqu'un. C'est une vraie personne, et nous avons besoin d'une vraie personne. Il se recula de la table, se leva, puis il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait sans y être invité depuis qu'il avait environ 10 ans. Il posa brièvement une main sur l'épaule de son père, ferme et délibérée, puis la retira. « Bonne nuit, papa. » Il monta à l'étage. Ses pas dans l'escalier étaient les pas d'un garçon devenant un homme. Et Caleb les écouta et sentit 14 ans de paternité se comprimer dans sa poitrine d'un seul coup. La crise éclata à midi, 3 jours plus tard. Elle ne vint pas de Frank Voss ou de ses avocats, elle vint de George. George, qui avait été plus silencieux que d'habitude pendant près d'une semaine, ce que Caleb avait remarqué et noté mentalement, mais sur lequel il n'avait pas agi assez vite, eut une confrontation au ruisseau avec 2 garçons plus âgés de la ville, qui avaient dit quelque chose de spécifique et de cruel sur Eleanor. Quelque chose qu'ils avaient entendu de leurs parents. Quelque chose qui utilisait des mots qu'aucun enfant de 12 ans ne devrait employer envers un enfant de 7 ans. George rentra à la maison avec le nez en sang et les poings toujours serrés. C'était Léonore qui le trouva. Elle entendit la porte moustiquaire claquer, sortit de la cuisine, jeta un coup d'œil à George et alla droit vers lui. Pas à côté de lui, droit vers lui, s'agenouillant dans le couloir sans hésitation. « Qu'est-ce qui s'est passé? »
dit-elle. Pas une question. Une porte ouverte. George la regarda. Son menton faisait le terrible tremblement d'un enfant essayant de se retenir et échouant. Ils ont dit des choses, réussit-il à dire. Sur qui? Il serra les lèvres. Sur toi et papa. Sa voix se brisa sur le dernier mot. Ils ont dit que tu n'étais pas une femme respectable. Ils ont dit que mon papa était... Il ne put finir. Le visage d'Eleanor était absolument contrôlé. Ses mains, une sur chaque épaule de George, étaient parfaitement stables. « Qu'as-tu fait? » demanda-t-elle. « J'ai frappé Danny Morse au visage, » dit George misérablement. « Est-ce qu'il est tombé? » Une petite pause. « Oui, madame. » Quelque chose traversa le visage d'Eleanor qu'elle réussit à ne pas rendre trop évident. « Viens ici. » Elle le serra contre elle et George, s'étant et essayant si fort d'être dur, s'effondra contre son épaule comme un petit bâtiment perdant son dernier mur. Elle le tint et ne dit pas que tout allait bien, car ce n'était pas le cas, et ne dit pas qu'il n'aurait pas dû frapper Danny Morse, car elle n'était clairement pas entièrement désolée qu'il l'ait fait, et ne dit aucune des choses inutiles que les gens disent aux enfants en souffrance. Elle le tint simplement. Caleb se tenait dans l'embrasure de la porte et regarda, et sentit quelque chose d'énorme et d'irréversible se produire dans sa poitrine. Le genre de chose qui, une fois arrivée, ne peut être défaite. On peut seulement décider de ce qu'il faut faire ensuite. George se recula finalement, s'essuya le visage sur sa manche avec l'efficacité embarrassée d'un garçon qui s'était permis plus de sentiments que prévu. « Madame Voss, dit-il. »« Oui. Allez-vous partir? » La question était brute et directe, comme les enfants posent les choses, sans protection, à cause de ce que les gens disent. Eleanor le regarda. « Non, dit-elle, je ne partirai pas. » Promis? Elle resta silencieuse un instant, la plus brève, la plus honnête des hésitations. « Je te le promets, dit-elle. » George hocha la tête, se moucha, redressa les épaules. « D'accord, dit-il, et il monta à l'étage. Et ils purent l'entendre tout raconter à Ruth dans le chuchotement fort spécifique que les enfants utilisent quand ils pensent être discrets. Eleanor se leva, se retourna, vit Caleb. Il ne savait pas ce que son visage exprimait. Il n'essaya pas de le contrôler. Eleanor le regarda pendant un long moment suspendu. Puis elle dit très doucement, « Je le pensais. »« Je sais que tu le pensais, » dit-il. Elle soutint son regard. Quelque chose entre eux qui s'approchait depuis des semaines était plus proche maintenant. Il pouvait le sentir comme on sent un changement de temps dans ses os avant de le voir dans le ciel. Il fit un pas vers elle. Elle ne recula pas. « Eleanor, dit-il. »« Non, dit-elle, pas durement, prudemment, pas encore, pas comme ça, pas au milieu de tout ça. » Ses yeux étaient très directs. « Quand tu diras ce que je pense que tu es sur le point de dire, j'ai besoin que ce soit parce que le moment est venu, pas parce que les choses s'effondrent et que tu cherches quelque chose à quoi t'accrocher. » Il s'arrêta. Il y réfléchit. Il pensa à ce qu'elle méritait. « Juste, » dit-il. Elle hocha la tête. Le moment se calma. Puis Abigail cria depuis l'arrière-cour, le cri aigu et alarmé. Pas le faux, et ils bougèrent tous les deux en même temps. Clara était face contre terre dans la cour, ayant trébuché sur la marche du porche, et les cris se révélèrent être la réaction d'Abigail à des genoux écorchés plutôt qu'à quelque chose de grave. Et en 4 minutes, Clara était sur les genoux d'Eleanor, se faisant nettoyer et panser les genoux avec une minutie et une douceur qui firent cesser complètement les pleurs de la fillette et la firent commencer à montrer ses blessures avec fierté. Mais pendant ces 4 minutes, Caleb avait vu Eleanor courir. Vers le son d'un enfant en détresse, sans réfléchir, sans hésitation, courant simplement comme une mère court. Et il comprit, de la manière silencieuse et certaine dont il comprenait la plupart des choses importantes, que la question n'était pas de savoir s'il avait des sentiments pour Eleanor Voss. La question était de savoir s'il avait les mots justes pour eux et si elle le laisserait les dire le moment venu. Ce fut Thomas qui l'informa du prochain coup de Frank Voss. Thomas, qui était allé en ville pour une course et était revenu au grand galop, ce qui permit à Caleb de savoir que quelque chose avait changé avant même que le garçon n'ouvre la bouche. « Frank a convoqué une réunion publique, » dit Thomas. Il respirait fort. « À la salle paroissiale, à la paroissiale, samedi soir, à propos de la propriété Voss. » Il croisa les yeux de son père. « Il a invité la moitié du comté. Il va plaider sa cause en public et laisser la ville décider. » Caleb le regarda. « Il amène les avocats, » dit Thomas.
Et Caleb, il a fait assigner les relevés bancaires. Le sang de Caleb se glaça dans ses veines. Le prêt de Margaret, le remboursement d'Eleanor, tout cela en noir et blanc, agité devant chaque homme et chaque femme de Harlan Creek. Frank Voss n'avait pas attaqué Eleanor d'un seul côté. Il venait de tous les côtés à la fois. Caleb le dit à Eleanor le soir même, et il regarda son visage faire quelque chose qu'il ne lui avait jamais vu faire auparavant. Devenir complètement vide. Pas l'immobilité composée et contrôlée qu'elle utilisait comme armure. C'était différent. C'était le vide d'une personne absorbant un coup qu'elle n'avait pas vu venir. Puis cela s'éclaircit. Et ce qui le remplaça fut le genre de clarté froide qu'il imaginait qu'elle avait utilisé pour survivre 4 ans seule. Il a fait assigner les relevés bancaires, dit-elle. C'est ce que Thomas a entendu. Ce qui signifie qu'il est au courant du prêt. Elle le dit platement en analysant. Il sait que je t'ai donné de l'argent. Il sait pourquoi. Elle resta silencieuse une seconde. Il va se lever devant tout le comté et dire que j'ai acheté ma place dans ta maison. Eleanor. C'est comme ça qu'il le présentera. Sa voix était égale, précise. Il ne le dira pas crûment. Ses avocats l'enroberont, mais c'est l'histoire qu'il va raconter samedi soir. Que je suis une femme de... Elle s'arrêta. Sa mâchoire était serrée. Que je ne suis pas ce que les gens pensent que je suis. Les gens qui te connaissent savent mieux que ça. Les gens qui me connaissent, dit-elle, sont moins nombreux que tu ne le penses. J'ai passé 4 ans à rester dans mon coin, et je l'ai fait exprès. Et en ce moment, je regrette profondément cette décision. Elle se recula de la table, se leva, se mit à bouger car Eleanor Voss ne pouvait pas rester assise quand elle réfléchissait intensément. S'il m'aide s'est relevé devant le comté, l'histoire s'écrit d'elle-même. Une veuve prête de l'argent à un veuf en difficulté. Se présente chez lui tous les jours. Cuisine pour ses enfants. Les gens décideront ce qu'ils veulent décider et aucune explication ne pourra défaire cela. Alors nous n'expliquerons pas, dit Caleb. Elle s'arrêta de bouger, le regarda. Nous nous présenterons, dit-il, samedi soir, tous les deux, et nous n'expliquerons rien à Frank Voss ou à ses avocats. Il soutint son regard. Nous dirons simplement la vérité, toute la vérité, clairement, et nous laisserons les gens de cette ville décider qui ils croient. C'est un risque considérable. Oui, dit-il, ça l'est. Elle le regarda longuement. Tu es prête à faire ça? Te lever devant tout le monde, et je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour m'assurer que cet homme ne gagne pas, dit Caleb. Et je suis prête à le faire à tes côtés. Il fit une pause. La question est de savoir si tu es prête à être là avec moi. Eleanor Voss le regarda avec ses yeux directs et calculateurs, puis lentement, elle dit, « Je vais devoir envoyer un télégramme à Carson City ce soir. » « À ton avocate? » « Oui. » Quelque chose bougea dans son expression, pas tout à fait un sourire, mais la forme d'un sourire, déterminé et vif. « Si Frank veut une procédure publique, alors assurons-nous d'y amener les bonnes personnes. » Le télégramme partit cette nuit-là. Le vendredi matin, l'avocate d'Eleanor, une femme nommée Catherine Marsh, dont la réputation à Carson City la précédait comme le temps qu'il fait, avait envoyé sa réponse. Elle serait dans la diligence de midi. Elle serait prête. Le vendredi fut le jour le plus long dont Caleb pouvait se souvenir depuis la semaine après la mort de Margaret. Les enfants sentaient la tension comme les enfants la sentent toujours dans leur corps avant de pouvoir la nommer. Clara était collante. George chercha la bagarre avec Thomas pour un rien. Abigail demanda 4 fois ce qui n'allait pas et n'accepta aucune des réponses qu'elle reçut. Ruth, qui comprenait plus que quiconque ne lui en donnait le crédit, se déplaçait dans la maison avec l'aide silencieuse et délibérée de quelqu'un essayant de maintenir les choses stables par la seule force de sa volonté. À l'heure du souper, Ruth mit la table, puis se tint au bout de celle-ci et regarda Eleanor. « Est-ce qu'on va s'en sortir? » demanda-t-elle. Direct, 11 ans et en ayant assez des réponses évasives. Eleanor posa le plat de service, regarda Ruth sans ciller. « Oui, dit-elle. Comment le sais-tu? » « Parce que ton père et moi n'allons pas laisser la réunion de samedi être la fin de l'histoire, dit Eleanor. Et parce que j'ai été dans des situations plus difficiles que Frank Voss auparavant. Ruth réfléchit à cela. Vraiment. Quand j'avais 23 ans, je me suis tenu devant un conseil scolaire de 9 hommes qui ne voulaient pas qu'une femme enseigne à leurs enfants. Et j'ai parlé pendant 40 minutes jusqu'à ce qu'ils m'embauchent quand même.
Eleanor croisa le regard de la jeune fille. Frank Voss ne me fait pas peur, Ruth. Vous perdre tous me fait peur. Il ne le fait pas. Ruth absorba cela. Puis elle s'assit, prit sa fourchette et dit « D'accord », avec le ton de quelqu'un qui a reçu l'information dont elle avait besoin et qui est prête à continuer. C'était si complètement de la manière d'Eleanor que Caleb dut regarder son assiette pour ne pas montrer ce que cela lui faisait. Après le souper, après que les petites soient au lit, Caleb trouva Thomas sur le porche. « Je veux y aller samedi », dit Thomas avant que Caleb ne puisse parler. « Tu as 14 ans, mon fils. Je suis l'homme de la maison quand tu n'y es pas. » Thomas se tourna pour lui faire face. La lanterne du porche le faisait paraître plus âgé. « Je veux être là. Je veux que Frank Voss regarde l'aîné des Rourke et voit que nous n'avons pas honte et que nous n'avons pas peur. » Caleb regarda son garçon longuement. « D'accord, dit-il. Tu viendras. » Thomas hocha la tête. « Alors, est-ce qu'elle va rester? Après samedi, quoi qu'il arrive, est-ce qu'elle va rester? » « Je ne sais pas, dit Caleb. « J'espère. » « Lui, as-tu dit ça? » « Pas encore. » Thomas le regarda avec l'exaspération particulière d'un jeune regardant un aîné être inutilement lent à propos de quelque chose d'évident. « Papa, elle a promis à George qu'elle ne partirait pas. Elle a signé cet accord de prêt. Elle a été ici chaque jour pendant 6 semaines. » Il croisa les bras. « Combien de choses de plus doit-elle faire avant que tu lui dises que tu veux qu'elle reste? » Caleb ne dit rien. « Dis-le lui, dit Thomas. » Il rentra. La porte moustiquaire se referma avec un clic décisif qui ressemblait à une ponctuation. Samedi matin, Catherine Marsh arriva. Elle n'était pas ce que Caleb avait imaginé. Il s'attendait à quelqu'un d'imposant, de sévère, le genre de femme qui portait son autorité comme une armure. Au lieu de cela, elle était compacte, avec des yeux vifs, et vous regardait comme si elle était déjà 3 phrases en avance sur ce que vous alliez dire. Elle serra la main de Caleb avant qu'il ne l'attende, l'étudia pendant environ 4 secondes et se tourna vers Eleanor. « Il a fait assigner les documents du prêt, » dit-elle, sans salutation. « J'ai déjà déposé une requête pour annulation pour atteinte à la vie privée. Ça ne réussira pas, mais ça le ralentira. »« Nous ne cachons pas le prêt, » dit Eleanor. Catherine la regarda vivement. « Eleanor, je ne vais pas entrer dans cette réunion en ayant l'air d'avoir quelque chose à cacher. » Sa voix était finale. Nous le dirons nous-mêmes, selon nos termes, avant qu'il n'ait le temps de le présenter. Une pause. Catherine regarda Caleb. « C'est aussi votre position? »« Ça l'est, » dit Caleb. Catherine regarda entre eux un moment, puis elle sourit, brièvement et vivement, comme une lame qui attrape la lumière. « Très bien, alors, parlons de la façon dont nous allons le dire. » Ils passèrent 3 heures à la table de la cuisine. Catherine posa des questions qui semblaient venir de 6 directions différentes simultanément, et Caleb répondit à chacune d'elles directement. Et Eleanor ajouta ce qui devait être ajouté. Et à midi, Catherine avait une image complète, un plan, et avait couvert 4 pages de notes d'une écriture si compacte que c'en était presque un code. « Il y a autre chose que vous devriez savoir, » dit Catherine, en rassemblant ses papiers. Elle regarda Eleanor. J'ai fait quelques recherches sur la vente originale de Kellerman, celle que Frank prétend entacher l'acte. Elle fit une pause. Frank était présent à la vente. Il a signé en tant que témoin. La cuisine devint très silencieuse. Il a été témoin de l'achat par son propre frère de la terre qu'il prétend maintenant que Douglas n'avait pas le droit d'acheter, dit lentement Eleanor. Ce qui signifie qu'il se perjure au moment où il fait cette affirmation au tribunal, dit Catherine. Il le sait. Ses avocats le savent presque certainement. Ce qui signifie que le procès n'est pas la véritable arme, c'est l'atteinte à la réputation. Il ne gagnera jamais un procès, mais il n'en aura peut-être pas besoin. Caleb regarda Eleanor. Eleanor regarda Caleb. « Alors, samedi soir n'est pas une procédure légale, dit Eleanor. C'est une diffamation publique. »« Oui, dit Catherine, et nous allons y entrer et la démonter pièce par pièce devant tous ceux qui l'ont invité à en être témoin. » Elle ferma son carnet. « Reposez-vous cet après-midi. Nous allons devoir être vifs. » La salle paroissiale était pleine quand ils arrivèrent. Caleb s'y attendait. Ce à quoi il ne s'attendait pas entièrement, c'était le poids de tout cela. Ces visages qui se tournaient, le murmure qui parcourut la foule au moment où il entra avec Eleanor d'un côté et Thomas de l'autre, et Catherine Marsh juste derrière eux comme une femme avec un but. Il garda le menton haut et le pas régulier,
et il regarda les gens de Harlan Creek le regarder, et il ne détourna le regard d'aucun d'entre eux. Frank Voss était déjà à l'avant. Il avait installé une table pour ses avocats, et lui-même, face à la salle comme si c'était un procès, ce qui, supposait Caleb, était le but. Il leva les yeux quand Caleb entra, et quelque chose traversa son visage, une surprise rapidement couverte par la confiance plate d'un homme qui pense détenir toutes les cartes. Le juge Harlan était là aussi, sur le côté, ne présidant pas. Ce n'était pas sa procédure, mais il était présent, observant, ce qui dit à Caleb que le juge avait décidé quelque chose et n'avait pas décidé de le partager encore. Vera Hutchins était au troisième rang. Bien sûr qu'elle y était. Caleb et Eleanor s'assirent au premier rang, face à la table de Frank. Thomas s'assit à côté de son père, le dos droit, la mâchoire serrée. Les yeux de Margaret, vigilants et stables. Catherine Marsh s'assit à côté d'Eleanor et ouvrit son cornet. L'avocat principal de Frank, un homme mince nommé Aldrich, qui parlait avec la précision prudente de quelqu'un qui facturait chaque syllabe, se leva et expliqua le but du rassemblement. La propriété Voss. La question de la propriété légitime. Les circonstances qui rendaient un examen nécessaire. Il était doué pour ça, admet Caleb. Doué pour faire paraître quelque chose de laid comme une préoccupation civique raisonnable. Puis Frank se leva. Et Frank n'était pas doué pour ça comme son avocat. Frank était brutal et en colère sous le cadre prudent. Et cela se voyait dans la façon dont sa voix s'épaississait quand il en venait à Eleanor, dans la façon dont ses yeux se posaient sur elle avec quelque chose qui n'était pas une préoccupation juste, et plusieurs personnes dans la salle bougèrent sur leur siège à cette vue. Il raconta l'histoire du prêt. Il avait les chiffres, il avait les dates, il le présenta avec l'implication flottant dans l'air. Quel genre de femme prête de l'argent à un homme? Il laissa la salle compléter le reste, et puis Eleanor se leva. Elle n'attendit pas d'être reconnue. Elle ne demanda pas la permission. Elle se leva simplement, et la salle se tut, car Eleanor Voss se levant et ouvrant la bouche avait une gravité qui commandait l'attention sans la demander. Le prêt, dit-elle clairement, a été fait parce que Margaret Roark a passé les 2 dernières années de sa vie à emprunter secrètement sur sa propre propriété pour couvrir les frais médicaux de la première année de vie de sa plus jeune fille. Elle l'a fait discrètement pour protéger son mari, comme les femmes ont toujours fait les choses discrètement pour protéger les gens qu'elles aiment. Elle laissa cela faire son effet. Quand M. Roark a découvert cette dette après la mort de sa femme, il faisait face à une saisie sur le pâturage de l'Est, ce qui lui aurait coûté 1/3 de sa capacité de pâturage et probablement la ferme elle-même. Je lui ai prêté l'argent parce qu'il est mon voisin, parce que ses enfants sont des enfants que j'ai appris à aimer et parce que c'était la bonne chose à faire. Elle regarda autour de la salle. J'ai un accord de remboursement signé, des termes clairement énoncés, de l'argent correctement documenté. Il n'y a rien de caché et rien de honteux dans cette transaction. Et si quelqu'un dans cette salle souhaite voir les documents, il est le bienvenu. Silence. De plus, dit Eleanor, se tournant pour faire face directement à Frank. J'aimerais poser une question à M. Frank Voss, puisque nous sommes tous ici pour recueillir des informations. Elle n'éleva pas la voix. M. Voss serait-il prêt à dire à cette salle, quand il a mis les pieds pour la première fois sur la propriété Kellerman, qu'il prétend que son frère n'avait pas le droit d'acheter? Le visage de Frank se figea. Parce que j'ai un document, dit Eleanor, signé par Frank Harold Voss, daté du 14 août 1871, dans lequel il a été témoin de la vente de cette propriété de la succession Kellerman à son frère Douglas, en tant que témoin légal. Elle le regarda. Ce qui signifie soit que M. Voss croyait à l'époque que la vente était légitime, auquel cas sa revendication actuelle est sans fondement, soit il a commis une fraude en étant témoin d'une vente qu'il savait invalide. Une pause. Quoi qu'il en soit, cette salle mérite de savoir ce qu'il en est. Catherine Marsh posa une copie du document sur la table devant les avocats de Frank, avec l'efficacité d'une femme qui avait déjà fait cela et qui y prenait plaisir. Frank Voss ouvrit la bouche, la referma. Son avocat principal posa une main sur son bras et se pencha, et ce qu'il dit fit passer le visage de Frank du rouge à une couleur différente, plus laide. Le juge Harlan, de sa chaise sur le côté, s'éclaircit la gorge. « Je crois, dit-il doucement, que cette réunion a produit les informations qu'elle était censée produire. » Il regarda la table de Frank.
Monsieur Aldrich, je vous encourage à avoir une conversation franche, si vous me pardonnez le mot, avec votre client sur la sagesse de continuer. La salle s'agita. Pas l'agitation hostile d'une foule qui avait trouvé sa cible, quelque chose de différent. Le mouvement de gens qui étaient venus en attendant une chose et qui repartaient avec une autre. Vera Hutchins, au troisième rang, ne dit rien du tout, ce qui pour Vera était presque éloquent. Frank Voss se leva si brusquement que sa chaise grinça. Il pointa du doigt Eleanor, le doigt d'un homme qui n'a plus d'arguments et qui se rabat sur la colère. « Tu penses que tu as gagné quelque chose ce soir ?» dit-il bas et dur. « Tu penses que c'est fini ?»« Je pense, » dit Eleanor avec un calme complet, « que tu devrais quitter cette salle, Frank, avant de dire quelque chose qui me donnerait une raison d'impliquer le shérif ainsi que mon avocate. » Frank regarda Caleb. Le regard était une menace, une question et une déclaration de quelque chose qu'il n'avait pas abandonné, tout à la fois. Caleb se leva. Il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Il se leva et regarda Frank Voss comme un homme regarde quelque chose qu'il a décidé de ne plus considérer comme un problème valant la peine d'être expliqué. Et Frank Voss, pour la première fois depuis le début, regarda Caleb Roark et fit un pas en arrière. Il partit. Ses avocats suivirent, comme le font les avocats quand la situation s'est retournée contre eux, efficacement et sans drame. La salle respira. Thomas posa brièvement sa main sur le bras de son père, le geste qu'il avait utilisé sur le porche cette nuit-là, ferme et délibéré, et partit avant que quiconque ne puisse en faire trop. Caleb pressa sa propre main sur celle de son fils un instant. Jim Pratt s'avança de 3 rangs, le vieux Jim, qui avait serré l'épaule de Caleb à la tombe de Margaret. « Oh, t'es dit, eh bien, c'était de quelque chose. » Il regarda Eleanor. « Madame Voss, si jamais vous avez besoin d'un témoin de moralité dans ce comté, venez me trouver. » 2 autres hommes diront des choses similaires. Mary Calhoun, qui avait 7 enfants et n'avait jamais été chaleureuse avec Eleanor, mais n'avait jamais non plus été délibérément méchante, s'approcha et dit doucement, « Ce que vous avez dit sur Margaret, sur le fait de faire les choses discrètement pour protéger les gens. » Elle s'arrêta. C'était juste et vrai. Elle tapota une fois la main d'Eleanor et s'éloigna. Même Murdoch, qui se tenait près du fond, les bras croisés, de la manière non engagée d'un homme qui attendait de voir comment les choses allaient tourner, fit un seul signe de tête en direction de Caleb qui communiqua plus qu'un discours ne l'aurait fait. Catherine Marsh était déjà en train de ranger son carnet. « Le procès sera abandonné d'ici lundi, » dit-elle à Eleanor. « Aldrich sait ce que signifie cette signature de témoin. Ils déposeront un retrait et Frank retournera d'où il vient et boira pour oublier. » Elle leva les yeux. « Vous avez bien fait ce soir. »« Nous avons bien fait, » dit Eleanor. Catherine jeta un coup d'œil à Caleb, puis de nouveau à Eleanor. « Oui, » dit-elle avec le sourire particulier d'une femme qui remarque les choses et approuve ce qu'elle remarque. « Vous avez bien fait. » Ils rentrèrent dans le noir. Tous les 3, Caleb, Eleanor et Thomas. Et Thomas s'endormit sur le plancher du chariot avant qu'il n'ait fait un demi-mile, ce qui, à tout autre moment, aurait fait sourire Caleb et ne le fit sourire qu'un peu maintenant, car le reste de son attention était ailleurs. Il arrêta le chariot à l'allée d'Eleanor. Thomas dormait toujours, car Thomas avait apparemment décidé que c'était le moment approprié pour être inconscient de manière inopportune. Eleanor descendit. Elle se tenait près de la jument, une main sur la bride. L'obscurité de l'été était chaude autour d'eux, et les étoiles étaient le genre d'étoiles que l'on ne voit qu'aussi loin de la ville. Et Caleb descendit du chariot et vint se tenir près d'elle. « Eleanor, » dit-il. Caleb, elle se tourna pour lui faire face. « Je vais dire quelque chose, » dit-il, « et j'ai besoin que tu me laisses finir avant de me dire que je suis prématuré ou peu pratique. » Elle était très immobile. « D'accord. » Il prit une profonde inspiration. « Je sais que ça ne fait pas longtemps. Je sais qu'il y a des gens qui diront que c'est trop tôt, et je sais que tu as tes propres raisons d'être prudente. Et je ne te demande pas de faire quoi que ce soit ce soir, ou demain, ou la semaine prochaine. Je ne te demande pas de décision. » Il soutint son regard. « J'ai besoin que tu saches, parce que tu mérites de le savoir clairement, que ce que je ressens pour toi n'est pas de la gratitude, ni de la commodité, ni moi cherchant quelque chose à quoi m'accrocher dans le noir. C'est plus que ça. Et c'est plus que ça depuis un certain temps maintenant. » Il fit une pause. « Tu es entré dans ma maison avec un rôti et une manière factuelle, et tu as reconstruit ma famille. Et quelque part au milieu de te regarder le faire,
J'ai cessé d'être un homme qui survivait simplement et j'ai commencé à être un homme qui attendait avec impatience les matins à nouveau. Il s'arrêta. C'est grâce à toi, et j'avais besoin que tu l'entendes, dit clairement. Eleanor le regarda pendant un long silence complet. C'était clair, dit-elle finalement. Sa voix n'était pas tout à fait stable. Je sais, dit-il. Je pensais chaque mot. Elle baissa les yeux un moment, puis les releva. Je t'ai dit une fois que j'avais oublié la différence entre aller bien et être heureuse. Elle fit une pause. Je m'en suis souvenu ces dernières semaines. La différence. Elle croisa son regard. Je pense que tu devrais le savoir. J'en suis heureux, dit-il doucement. Je ne prends aucune décision ce soir, dit-elle. Je le pensais. Ça a été... Elle expira. Ça a été une soirée très chargée. En effet, acquiesça-t-il. Mais elle tendit la main et posa brièvement une main sur son bras, comme elle le faisait avec les enfants quand elle voulait qu'ils comprennent quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait dire. Un contact qui était chaud, délibéré, et terminé avant que l'on puisse le confondre avec quelque chose qu'il n'était pas encore prêt à être. N'arrête pas de dire ces choses, Caleb, c'est tout. N'arrête pas. Il regarda sa main, regarda son visage. Je n'arrêterai pas, dit-il. Elle hocha la tête une fois, monta sur la jument, le regarda d'en haut dans le noir. Dis à Clara que j'apporterai le savon à la lavande demain, dit-elle. Elle sera très contente. Bonne nuit, Caleb. Bonne nuit, Eleanor. Elle descendit son allée. Il resta et regarda l'obscurité la prendre, de la même manière qu'il l'avait fait chaque soir pendant 6 semaines. Et cette fois, c'était différent. Pas la douleur de voir quelqu'un partir, mais quelque chose de plus proche de la certitude qu'elle allait revenir. Qu'elle revenait, qu'elle avait l'intention de continuer à revenir, non pas à cause de termes, d'accords ou de nécessités pratiques, mais parce qu'elle avait fait une promesse à un garçon de 7 ans avec les poings serrés dans le couloir, et Eleanor Voss, une fois qu'elle faisait une promesse, ne la rompait pas. Il remonta sur le chariot. Thomas dormait toujours, la tête sur son bras. Toute son allure d'adulte s'était dissoute dans l'honnêteté simple d'un garçon qui était fatigué. Caleb rentra chez lui dans l'obscurité de l'été. Le matin, Eleanor arriva avant le petit déjeuner, comme elle le faisait toujours maintenant, et Clara était à la porte avant même que la jument ne se soit complètement arrêtée, l'appelant de sa voix aiguë et certaine d'enfant qui a décidé que quelqu'un lui appartient. Eleanor descendit et attrapa la fillette d'un seul mouvement, la soulevant sans effort, et Clara enroula ses 2 bras autour de son cou et annonça qu'elle avait rêvé de lavande et demandait si c'était l'heure du petit déjeuner. Ruth vint à la porte et regarda Eleanor avec ses yeux clairs et stables, qui voyaient tout, et dit simplement, « Tu es revenu. »« Je suis revenu, » dit Eleanor. Ruth hocha la tête, tint la porte ouverte, la laissa entrer. George était déjà à table, et il leva les yeux quand Eleanor entra, portant Clara sur sa hanche, et le soulagement sur son visage de 7 ans était si complet et sans défense qu'Eleanor dut détourner le regard un moment vers la fenêtre pour se ressaisir. Abigail était à côté d'Eleanor avant même qu'elle n'ait posé Clara, parlant immédiatement de quelque chose qu'elle avait lu, de quelque chose qu'elle s'était demandé, et de quelque chose que Ruth avait dit avec lequel elle n'était pas d'accord. Et Eleanor écouta les 3 choses simultanément, avec l'attention d'une femme qui avait autrefois géré 30 enfants à la fois et trouvait 5 entièrement gérables. Thomas descendit le dernier. Il regarda Eleanor. Il regarda son père. Il tira sa chaise, s'assit et dit « Passez les biscuits ». Ce qui était aussi proche d'une bénédiction que cette famille allait offrir, et c'était suffisant. Caleb s'assit au bout de sa table et écouta sa maison pleine de bruit. Clara exigeant l'opinion d'Eleanor sur quelque chose, Abigail corrigeant George, Thomas mangeant avec l'efficacité concentrée d'un garçon qui avait fait des choses difficiles, Ruth demandant à Eleanor des nouvelles de la réunion avec la franchise silencieuse qu'elle n'avait héritée de personne et développée entièrement seule. Il écouta la voix d'Eleanor se déplacer à travers tout cela, stable, chaude et réelle, et il pensa à Margaret. Et il se permit de penser à elle comme il avait commencé à le faire, avec amour et sans le tranchant du deuil. Parce que le deuil trouve sa forme finalement, si l'on est assez honnête pour le laisser faire. Il pensa à ce que Margaret avait fait. Porter une dette seule pour que Clara puisse vivre, le protégeant comme elle l'avait toujours fait. Il pensa à ce genre d'amour particulier qui fait des choses difficiles en silence et ne demande rien en retour.
Et il pensa à comment il avait retrouvé cette même qualité chez une femme qui apportait un rôti à des étrangers, signait son nom sur un accord de prêt qu'elle n'avait jamais eu besoin de signer, faisait une promesse à un enfant et la tenait, et la tenait, et la tenait. L'été n'était pas fini. Il y aurait une récolte à gérer et une dette à rembourser, et Frank Voss se retirerait là où la honte emmène les hommes quand les procédures publiques tournent mal pour eux. Et l'avocate d'Eleanor recevrait une lettre lundi, et la vie ferait la chose compliquée qu'elle fait toujours. Accumuler les exigences, vous surprendre, vous briser un peu et vous reconstruire différemment. Mais à cette table, ce matin-là, il y avait 5 enfants qui prenaient leur petit déjeuner avec une femme qui les avait choisis aussi délibérément que quiconque n'avait jamais choisi quoi que ce soit. Et un homme qui avait cessé de couler et avait commencé à avancer. Et la chaleur particulière d'une maison qui a retrouvé son propre battement de cœur. Clara descendit de sa chaise et grimpa sur les genoux d'Eleanor sans demander, comme elle le faisait toujours maintenant, s'installant avec la confiance absolue d'un enfant qui sait exactement où est sa place. Eleanor passa un bras autour d'elle, prit son café de l'autre main et continua de parler à Ruth sans manquer un battement. Caleb la regarda. Elle leva les yeux et le surprit en train de la regarder, comme elle le surprenait toujours. Et pendant un instant, quelque chose passa entre eux à travers la table de la cuisine, reconnu, sans hâte et appartenant entièrement à eux deux. Puis Abigail renversa son lait et tout le monde bougea en même temps, et la matinée se déversa autour d'eux, comme le font les matins quand ils sont pleins de gens qui comptent les uns pour les autres. Certaines choses n'arrivent pas en grande pompe. Elles arrivent comme ça, au milieu d'une matinée ordinaire, dans une maison qui était brisée et qui a retrouvé son chemin autour d'une table où chaque siège est occupé et où plus personne ne compte les places vides. Ils avaient commencé comme un arrangement désespéré entre voisins. Ils étaient devenus quelque chose qui n'avait pas besoin de nom, parce que le nom n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'est que c'était réel et que c'était un choix. Et chaque jour, Eleanor Voss descendait cette allée et passait cette porte. Et chaque jour, c'était suffisant pour construire une vie.